On va reprendre avec pour la deuxième partie de la matinée, la gestion des plaies aiguës, donc en péropératoire, des plaies d'organes lors de l'implantation de matériel ou lors de chirurgie de prolapsus. On va commencer un peu dans le désordre pour des raisons d'organisation avec Jean-François Hermieux qui va nous parler donc de la gestion de la complication urinaire péropératoire. Merci Jean-François. Merci beaucoup Laure, merci Michel. Alors vous m'avez demandé de traiter un sujet très urologique qui est celui de la gestion des plaies urétérales et vésicales au cours de la chirurgie du prolapsus. Alors on va commencer par les plaies urétérales. Alors bien sûr c'est très bien de savoir les réparer, mais le mieux c'est encore de savoir les éviter et donc de connaître l'anatomie et les rapports de l'urtère bien entendu, en sachant que les plaies urétérales, ça peut être lors d'une annexectomie, lors d'une hystérectomie, lors d'une promontofixation, lors d'une voie basse, lors de la péritonisation. Alors c'est difficile de couper un urtère lors de la péritonisation, mais en tout cas, on peut le prendre dans la suture, le dévier, le couder et avoir des ennuis ensuite. Alors le premier point à savoir, c'est d'aider à repérer l'urtère dans les situations difficiles. Parfois, on peut s'aider d'une imagerie préopératoire. Par exemple, la patiente qui a un très volumineux prolapsus, vous savez, le prolapsus stade 3, 4, on peut parfois avoir des coups urétéraux, des dilatations, et ce n'est pas forcément mal de le savoir avant. Parfois, il y a également quelques anomalies, comme des duplicités ou des bifidités urétérales. Eh bien, ça peut être intéressant de le savoir. Dans les cas difficiles, par exemple dans des chirurgies de reprise ou s'il y a des antécédents chirurgicaux, on va s'aider aisément pour repérer l'urtère de la mise en place d'une sonde en double J. Et puis, quand on a un doute, il n'y a aucun problème pour faire appel à un chirurgien urologue qui sera extrêmement heureux de venir vous voir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'urtère est un organe extrêmement susceptible. Il déteste qu'on le touche. C'est un organe qu'il ne faut surtout pas pincer, surtout pas coaguler au contact. Et je vous rappelle la vascularisation urétérale avec ces artères qui vont cheminer tout le long de l'urtère. Donc surtout, ne faites pas une dissection trop proche de l'urtère au risque d'avoir une ischémie et ensuite des ennuis. Alors, je me suis permis de vous remettre quelques diapositives d'anatomie pour vous rappeler les rapports intimes de l'urtère avec l'artère utérine. Le diable a mis l'urtère au contact de l'artère utérine, mais heureusement, Dieu a fait un péristaltisme urétéral, ce qui permet de le repérer plus aisément. Mais hormis le contact avec l'artère utérine, vous savez qu'il y a d'autres endroits où on peut léser l'urtère, en particulier lors de l'annexectomie, au niveau du lombo ovarien. Et puis également, vous voyez ici, lors de la promontofixation, alors là, ce dessin est un peu trompeur, parce que vous voyez que vous avez le promontoire avec la fameuse sacrée moyenne, un urtère droit qui paraît assez loin, mais vous savez très bien que parfois, cet urtère est beaucoup plus près qu'on ne le pense, et il est tout à fait possible de le léser. Je vous ai mis quelques petites vues opératoires, vues célioscopiques, pour vous rappeler des choses que vous connaissez, avec donc l'urtère qui chemine, qu'il vaut mieux bien repérer avec son péristaltisme avant de se lancer dans l'intervention. Alors que se passe-t-il quand on lèse un urtère? Alors la première chose, c'est d'en faire le diagnostic. Parfois, c'est évident, vous avez coupé l'urtère, vous vous en rendez compte, voilà, c'est évident. Parfois, on a besoin d'aide pour l'identifier, et le conseil que je vous donne, c'est l'injection par le médecin anesthésiste d'une ampoule d'indigo-carmin en intraveineux direct. Il faut mettre un petit filtre pour injecter le produit, et puis vous allez attendre quelques minutes, et vous allez avoir très rapidement l'extravasation de bleu. Cette solution est bien meilleure que de faire une injection de produit de contraste avec du Lasix, d'attendre, de faire des radios, ça c'est un peu compliqué, ou de faire des gestes plus invasifs comme d'ouvrir la vessie, de cathétériser le méa, de mettre une sonde urétérale, d'injecter du bleu. Franchement, l'injection d'indigo-carmin est une bonne solution. Alors parfois, vous avez malheureusement pas fait le diagnostic et vous allez vous en rendre compte après l'intervention. Alors ça peut être une colique néphrétique, ça peut être une infection du haut appareil, ça peut être une hématurie.
Et ça peut être aussi une insuffisance rénale. Je vous rappelle qu'une patiente qui a une anurie après une hystérectomie, le premier diagnostic à évoquer, ce n'est pas l'état de choc parce qu'elle a saigné, mais plutôt une ligature bilatérale des uretères. Et là, le meilleur examen, c'est bien sûr le scanner avec un temps tardif urinaire qui va vous permettre d'identifier le problème. S'il y a un redon, vous pouvez vous aider bien sûr du dosage de la créatinine dans le liquide qui revient dans le redon, qui va pouvoir vous aider. Puis parfois, ça va être un abcès, un urinome, parfois ça va être un syndrome occlusif, voire une péritonite et un sepsis. Et puis bien sûr, on peut également faire le diagnostic tardivement, et là, ça sera essentiellement une sténose qui est parfois découverte très tardivement avec un rein qui peut être totalement détruit. Alors j'ai revu dans différentes sociétés savantes les guidelines et finalement je trouve que c'est ce qui a été fait dans l'EMC qui est le plus simple, le plus clair. Les deux éléments clés pour prendre une décision, c'est d'une part le niveau de plaie de l'urtère, est-ce que c'est l'urtère pelvien ou est-ce que c'est l'urtère iliaque ? Et le deuxième élément, c'est l'importance de la lésion urétérale. Si vous avez fait une section partielle, par exemple, vous pouvez tout à fait suturer l'urtère sous le couvert d'une sonde en double J. Si vous avez lié l'urtère, c'est assez simple, vous allez retirer la ligature, vous voyez un peu l'état de l'urtère, éventuellement on peut mettre une sonde en double J, et puis quand il est abîmé, il faut faire une résection anastomose. Si vous avez fait une section complète, alors là, ça va dépendre du niveau. Si c'est l'urtère pelvien, assez bas situé, c'est très compliqué de faire une résection anastomose. Et souvent, il est nécessaire de faire une réimplantation urétéro-vésicale. On va en reparler. Si il y a une perte de substance au niveau de l'urtère pelvien, là, grande place pour la réimplantation urétéro-vésicale. Si la lésion est assez haute, vous pouvez avoir recours à une vessie psoïque. On va également en reparler. Et puis, le boirie, je vais vous en dire un mot, mais c'est quelque chose qui ne me paraît pas adapté. Et puis, je vous dirai également un petit mot sur les avulsions étendues, qui ne concernent pas beaucoup, je pense, quand même, cette chirurgie du prolapsus. Alors, première chose, si vous voulez réparer l'urtère, souvenez-vous qu'une anastomose qui va être réussie sur un urtère coupé, eh bien, il y a 3 éléments importants. Le premier, c'est qu'elle soit sans tension. Si vous faites votre anastomose urétérale avec l'urtère trop court, ça ne va pas aller. Donc, bien mobiliser les structures vers le haut, vers le bas, les mobiliser, mais sans les dévasculariser. Donc, toujours emporter la graisse avec l'urtère et jamais vous mettre au contact complètement de l'urtère. Et puis, il faut bien sûr faire une coupe franche, propre de l'urtère et pas un urtère complètement déchiqueté. Alors après, vous allez faire l'urétérostomie. Si vous pouvez la faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez bien couper votre urtère. Vous pouvez, comme vous le voyez ici, le spatuler un petit peu. L'urtère est parfois extrêmement fin. On dit 5 mm, mais parfois c'est moins. Et vous allez faire votre anastomose, par exemple, avec un PDS 5.0, en points séparés ou en 2 hémisurgets. Et vous allez protéger votre anastomose par une sonde en double J. On va en redire un mot tout de suite après. Vous allez laisser cicatriser tout ça. Vous pouvez faire un scanner un mois plus tard pour vous assurer qu'il n'y a pas de fuite, retirer la sonde en double J, prévenir la patiente d'un risque de colique néphrétique éventuel et reprévoir une imagerie derrière pour vous assurer que l'urtère est bien la sténose, il n'y a pas de sténose et que le rein fonctionne normalement. Quelques complications, bien sûr, la fistule urinaire, la sténose, les calculs. Attention, jamais de fil non résorbable sur les sutures urétérales. J'ai le souvenir d'avoir été appelé par une de mes anciennes penseuses parce que nos amis gynécologues avaient coupé l'urtère et voulaient faire la suture au prolène. Donc ça, sûrement pas. Alors, la sonde en double J, quelques petits trucs pour la mettre en place. Alors, vous allez prendre un fil guide Terumo, vous savez que ce sont ces fils guides hydrophiles. Vous allez le mettre dans le fragment proximal. Vous allez monter le fil guide jusque dans le rein. Vous allez faire le petit train avec la double J qui va glisser sur votre urtère. Une fois qu'elle est bouclée, vous allez retirer le fil guide. Vous allez donc la boucler dans le bassinet. Et pour le bas, vous allez passer le fil guide dans un petit trou latéral de la sonde en double J, cathétériser l'urtère du bas par le fil guide Terumo et descendre ensuite votre sonde en double J en faisant le petit train. Alors, il y a un truc à vérifier, c'est que la boucle du bas soit bien dans la vessie. Ça, c'est franchement un truc qui est essentiel.
Si vous bouclez la boucle dans le bas uretère, là, vous allez avoir des gros ennuis. C'est obstrué, ça ne va pas bien se passer, il faudra faire une urétéroscopie pour aller la rechercher, inutile. Alors le petit truc est très simple, une fois que vous avez mis en place votre sonde en double J, vous allez faire remplir la vessie avec de l'eau et du bleu, et si elle est en place, vous aurez un reflux de bleu au niveau de votre sonde double J, au niveau de la plaie urétérale. Alors, de temps en temps, vous avez besoin de réaliser une réimplantation urétéro-vésicale. Alors, il y a différents types de réimplantation. Il y a celle-là, c'est celle que je vous conseille en standard, qui est la réimplantation urétéro-vésicale avec un antireflux de type Lich-Grégoire. C'est la technique qu'on utilise, par exemple, pour les greffes de rein. Donc, vous allez faire une incision de la musculeuse vésicale, un petit trou au niveau de la muqueuse, anastomoser votre uretère en mucomuqueux au niveau de ce petit trou et rebasculer ensuite sur votre uretère le muscle vésical, le détrusor, et vous avez donc sur la partie droite de la diapositive le résultat final. Vous pouvez aussi faire une réimplantation urétéro-vésicale, cette fois par voie endo- et extravésicale, c'est le fameux Leadbetter-Politano. Donc là, on fait un petit trou, vous voyez, au niveau de la partie haute de la vessie. On va passer l'uretère, on va décoller la muqueuse vésicale sur quelques centimètres. Vous allez glisser ensuite votre uretère dans ce petit décollement sous-muqueux et puis faire une anastomose toute simple, mucomuqueuse au niveau de la vessie et de l'uretère. Alors ça, c'est celle qu'on utilise dans les cas un peu plus compliqués. Elle s'adapte à peu près à toutes les situations et c'est le type d'anastomose qu'on utilise si on veut faire une réimplantation sur vessie psoïque, c'est-à-dire si vous avez une avulsion de l'uretère assez importante. Alors ça, c'est formidable, la vessie psoïque, parce que la vessie est un organe absolument exceptionnel. On peut faire ce qu'on veut avec une vessie, c'est très souple, et on peut la remonter, je ne dirais pas jusqu'aux amygdales, mais presque. Ça suppose cependant qu'on ait bien libéré la vessie. Il faut la libérer du côté opposé à l'ennui. Parfois, on est obligé de lier l'artère vésicale et de commencer à lier aussi les ailerons vésicaux pour pouvoir monter, vous voyez, avec pour pouvoir monter la vessie. Elle va être fixée au promontoire et ensuite on va faire une réimplantation, souvent de type Leadbetter-Politano, sur une sonde en double J. Alors pour info et pour mémoire, pour que vous ayez ça en tête, alors le Bohari, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, on découpe un espèce de rectangle de vessie. On fait avec ça une espèce de trompe. Je vous déconseille ce type de montage parce que souvent la trompe se nécrose et à ce moment-là, on a des tas d'ennuis. Autre chose pour les choses un peu plus compliquées, les urétéro-iléoplasties, mais enfin, je pense qu'on ne va pas en dire beaucoup de choses. Autre chose que je vous déconseille également, c'est la transurétéro-urétérostomie. Donc là, vous voyez, vous avez fait une lésion sur l'uretère de ce côté-là et vous allez le brancher sur l'autre. Alors ça a l'air très bien comme ça sur le plan technique, c'est très joli sur les diapositives, sauf que quand ça foire, bien vous aviez un ennui du côté droit et maintenant vous aurez un ennui aussi du côté gauche, donc c'est peut-être pas utile de faire ce genre de choses. Et puis sur des uretères très abîmés, on peut avoir recours aussi à l'autotransplantation. Donc vous allez passer le rein, vous voyez, de la partie lombaire à la partie pelvienne, comme une greffe de rein. Ça doit être fait, bien sûr, par des centres qui sont habitués aux greffes rénales, mais là, c'est vraiment dans des situations tout à fait exceptionnelles. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur les plaies urétérales. Un mot maintenant sur les plaies vésicales. Alors je vous rappelle un petit peu d'anatomie avec la situation de la vessie. Vous voyez que bien sûr la vessie est tout à fait exposée à une plaie lorsque l'on va faire le décollement vésico-utérin, vésico-vaginal de votre promonto-fixation. Toujours pareil, connaître l'anatomie, se méfier des réinterventions, s'il y a une césarienne, si on a déjà fait une première promontofixation, ça colle, il y a un risque de plaie plus élevé. On peut toujours, bien sûr, s'aider pendant l'intervention, remplir la vessie pour bien l'identifier, pour bien comprendre l'anatomie. Alors les données clés, c'est d'en faire le diagnostic. Diagnostic péropératoire parfois évident, parfois un peu de sang dans les urines, mais on n'est pas forcé c'est pas forcément un signe qui dit qu'il y a une plaie vésicale, puisque le seul fait de pincer la vessie, vous le savez, peut conduire à une hématurie. Je crois qu'un des meilleurs signes en célioscopie, c'est la présence d'air dans la poche collectrice. C'est sûrement un point très important. Alors à distance, c'est l'uropéritoine, c'est l'insuffisance rénale aiguë. Et les deux examens clés sont le cystoscanner, c'est-à-dire qu'on va faire un scanner en ayant injecté
un produit de contraste dans la vessie, examen de référence. On peut, s'il y a un redon, doser la créatinine sur le redon. Ça peut également être une chose qui est classique. Les plaies, en général, les plaies par voie cœlioscopique sont des plaies intrapéritonéales et donc ces plaies doivent être réparées. Donc, je vous ai mis quelques exemples de plaies de vessie, en rupture sous-péritonéale, en rupture intrapéritonéale. Voilà des imageries au scanner. Et reste à voir comment on va faire la prise en charge chirurgicale. Alors là, c'est simple. Une question qu'on pose souvent, c'est quand tu veux réparer une vessie, est-ce qu'il faut suturer en un plan ou en deux plans? Je vais vous dire, un bon plan vaut mieux que deux mauvais. Voilà, ça paraît évident. Et moi, je pense qu'un plan, s'il est bien fait, c'est parfait. Un fil non résorbable, Vicryl 2.0, une sonde vésicale, vous allez mettre une sonde vésicale qui va assurer que la vessie n'est pas en pression. Vous pouvez tout à fait vous contenter de cela. Quand est-ce qu'on retire la sonde? Ça dépend un petit peu de l'importance de la plaie, mais entre J5 et G10. Dans les cas un peu compliqués, on peut rajouter une cystostomie pour avoir vraiment ceinture et bretelle, pour éviter que si la sonde vésicale se bouche, vous ayez des ennuis. On peut mettre un redon. Attention, si vous mettez le redon, ne mettez pas les trous d'aspiration au niveau de la suture vésicale, sinon vous avez tout ce qu'il faut pour avoir des ennuis. Est-ce qu'il faut faire une cystographie avant de retirer la sonde? Ça dépend des situations, pas forcément. Si vous êtes content de votre plaie, que tout paraît bien, vous n'êtes pas obligé de faire une cystographie. Et puis la voie d'abord, c'est en fonction des situations, cœlioscopie ouverte, ça dépend un peu de la situation où vous vous trouvez. Attention, vous pouvez réparer toutes ces plaies aisément, sauf pour les plaies au regard du trigone. Alors là, les plaies au regard du trigone, ça, elles sont assez mauvaises. Je pense franchement qu'il faut avoir recours à l'urologue pour ça, parce qu'en réparant votre plaie, vous pouvez tout à fait aller suturer vos méa urétéraux, et là, je pense que vous allez avoir des ennuis. Alors pour terminer, il y a une question que qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut avoir recours à un urologue quand on fait une plaie vésicale ou une plaie urétérale? Alors ça, c'est une bonne question. Sur le plan chirurgical, je dirais non. Si vous savez faire, si vous avez appris à réparer ces uretères, et je vais faire un plaidoyer pour que dans le cursus des internes de gynécologie, vous passiez au moins 6 mois, en tout cas si vous voulez faire de la chirurgie, dans un service d'urologie où vous serez tout à fait à l'aise avec les cystoscopies, les double J et les uretères. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est le plan médico-légal. Donc si tout va bien, que vous avez bien réparé, qu'il n'y a pas d'ennui, il ne se passera rien, vous n'aurez pas d'ennui. Par contre, s'il y a un ennui, je peux vous dire que l'expert et la partie inverse sera ravi de dire attention, peut-être que si vous aviez pris un urologue, vous n'auriez pas eu cet ennui et vous avez fait perdre une chance à votre patiente. Donc ça, c'est un petit peu la discussion. Moi, je fais un peu d'expertise, je peux vous dire qu'ils adorent ça. Ah bon, vous avez fait une plaie digestive, vous avez fait une plaie, mais vous n'avez pas de plaie, etc., etc. Donc perte de chance, mais bien sûr, fermer une vessie, c'est pas très compliqué. N'importe quel chirurgien peut faire cela. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est très complet et ça donne envie de tout faire soi-même en fait quand même. Quand on voit ça, ces schémas si simples. Donc on va passer la parole tout de suite à Thibaut Thubert pour la prise en charge des complications vasculaires de la chirurgie du prolapsus. Et on groupera la discussion, je pense, un peu plus tard, après le dernier topo sur les plaies digestives. Bonjour à tous, merci de m'accueillir et de m'avoir invité à parler des plaies vasculaires. Non pas que je sois spécialisé dans cette plaie-là, mais ayant travaillé pour l'HAS, on a évoqué ce sujet-là. Alors les plaies vasculaires, on va aborder les différentes chirurgies urogynécologiques, à savoir la chirurgie de l'incontinence urinaire et plutôt s'orienter vers les bandelettes sous-urétrales. Et puis on parlera également des chirurgies du prolapsus avec l'abord voie basse et l'abord par voie cœlioscopique. Dans le cadre de la chirurgie de l'incontinence urinaire par bandelette sous-urétrale, ce qui ressort dans la littérature lorsque vous prenez l'ensemble des études de registre qui sont donc des bons reflets de la prévalence du taux de complications à type d'hémorragie, vous apercevez que le taux de complications hémorragiques est plus important en cas de bandelette par voie rétropubienne qu'en cas de bandelette par voie transobturatrice, avec des prévalences qui vont aux alentours de 0,08% à 3,3%. Ce qui explique qu'on ait peu de séries portant sur ces complications hémorragiques.
Vous avez beaucoup de case reports qui décrivent les lésions vasculaires provoquées par la mise en place d'une bandelette sous-urétrale à type de TVTO avec des abords par voie transobturatrice. En revanche, vous avez peu de case reports qui s'intéressent aux TVT. Pourtant, c'est les TVT qui sont le plus pourvoyeurs de plaies vasculaires. Dans la plus grosse série qui existe sur les plaies vasculaires de TVT, on s'aperçoit que sur toutes les plaies vasculaires qui ont été réalisées, finalement, on retrouve une origine bien définie uniquement dans 12% des cas et qui concerne les plaies d'une artère iliaque externe ou bien encore une plaie d'une artère obturatrice. On va reprendre les vaisseaux qui sont incriminés dans les case reports de bandelettes sous-urétrales type abord transobturateur. Vous avez notamment de nombreux, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns de case reports portant sur des TVT sécures qui incriminent la corona mortis. Alors la corona mortis, on a l'habitude de l'aborder lorsqu'on fait les curages iliaques, moins quand on fait des TVT, mais néanmoins dans certains cas on l'aborde. Et cette corona mortis, en fait, c'est une communication entre les vaisseaux iliaques externes et internes qui peut être soit artérielle simple, soit artério-veineuse. Ce sont des vaisseaux qui font plus de 2 mm de diamètre et qui peuvent provoquer d'importants saignements. Vous avez les artères obturatrices également qui peuvent être lésées au cours de la pose d'un TVTO. Cette artère obturatrice qui fait partie de la branche antérieure de l'artère iliaque interne et qui va venir vasculariser le trou obturateur avec une branche antérieure et une branche postérieure. Et vous apercevez lorsque vous mettez une haleine de TVTO que vous passez à proximité de ce plexus obturateur. Dans le case report que je présente ici, les auteurs décrivent une difficulté technique à la mise en place de la laine droite qui provoque du coup une bandelette qui va venir léser le pédicule obturateur. Ils insistent bien sur le fait qu'il y a une grosse difficulté technique pour mettre cette bandelette et qui est du coup pourvoyeuse de cette hémorragie. Alors pour éviter ces plaies vasculaires dans le cadre de la pose de bandelettes sous-urétrales, il est important de respecter l'installation de la patiente. Lorsque vous faites un TVTO, vous devez avoir une angulation, une flexion des jambes qui doit être à plus de 90 degrés avec une abduction de 30%. Vous avez des études anatomiques qui ont évalué justement la pose des bandelettes type TVTO selon la position des patientes sur des cadavres et qui montrent que globalement, lorsque vous n'avez pas une flexion suffisamment importante, vous allez passer aux alentours de 7 mm du pédicule obturateur, alors que lorsque vous avez une flexion suffisamment importante, vous passez à 2 cm. Si bien que vous avez nettement plus de risques de léser le nerf ou les vaisseaux à côté lorsque vous êtes mal installé. En revanche, pour le TVT, il est important de ne pas avoir d'hyperflexion pour poser votre bandelette. On dit que le fait d'avoir une hyperflexion va probablement couder les vaisseaux iliaques et les rapprocher dans la partie médiane, bien qu'on n'ait pas d'études qui spécifient ça. Dans le cadre de l'abord transobturateur, le respect de la technique opératoire est important. Je vous rappelle ici la manière dont il faut poser les TVTO, avec un point de sortie qui doit être situé à 2 cm en dehors du pli inguinal et 2 cm au-dessus de la ligne passant par l'urètre, de bien respecter la manière dont vous orientez initialement votre haleine avec un plan qui doit être à 45 degrés par rapport à l'horizontale et puis en fin de geste qui doit revenir à la verticale. Lorsque vous avez une plaie vasculaire, plusieurs options ont été décrites dans la littérature avec la plupart du temps des case reports, des auteurs qui décrivent des tamponnements post-pose de TVT à l'aide de sondes de Foley qui vont insérer dans le trajet du TVT et qui va permettre une compression et d'éviter ainsi une persistance des saignements ou des packings plus chirurgicaux à l'aide de compresses. Vous avez des sutures de plaies vasculaires aussi qui sont décrites et bien sûr des cas rapportant des embolisations. Concernant la chirurgie du prolapsus, vous avez donc 2 voies d'abord qui sont possibles, la voie par voie abdominale ou bien encore la voie vaginale. La méta-analyse de Maher en 2016 montre qu'il y a une augmentation du risque de transfusion et du coup de saignement en cas de chirurgie prothétique par voie basse versus une autologue. En revanche, les méta-analyses montrent qu'il n'y a pas de risque de saignement plus important en cas de chirurgie vaginale autologue qu'en cas de promontofixation, avec des prévalences de saignement en cas de promontofixation qui sont de l'ordre de 0,3% et de transfusion de 1%,
prévalences qui sont à peu près identiques dans la voie autologue. Lorsque vous faites une promontofixation, dans quel moment vous pouvez être confronté à une plaie vasculaire? Tout simplement lors de la création du pneumopéritoine. Je vous montre une petite vidéo d'une expérience personnelle où vous avez la mise en place d'une aiguille de Palmer pour une cellule pas forcément très justifiée, mais qui s'est compliquée d'une plaie au niveau de l'iliaque, bien sûr, au niveau de la bifurcation aortique, au niveau de la cave. Bien sûr, il faut, dans ces cas-là, éviter de faire quelconque traitement, regarder s'il y a un saignement, puis aller plus ou moins à l'embolisation si nécessaire. Donc il faut absolument respecter l'orientation de votre aiguille de Palmer lorsque vous mettez votre aiguille ou lorsque vous mettez votre quart, de telle sorte à éviter d'atteindre la bifurcation aortique. Il faut également respecter la mise en place, la localisation des trocars opératoires pour éviter une lésion de l'artère épigastrique. Lorsque vous faites une promontofixation, vous avez un abord du promontoire qu'il va falloir réaliser. Et vous voyez que sur cette dissection cadavérique, vous pouvez être confronté à de nombreux vaisseaux. Les vaisseaux par lesquels vous pouvez être confronté sont effectivement la bifurcation et la veine iliaque primitive gauche qui, en position de Trendelenburg chez une patiente qui est un peu en hypotension et un peu vide, va pouvoir être toute lisse, plaquée contre le promontoire. Donc si vous ne savez pas qu'il y a cette zone-là, vous pouvez provoquer une lésion. On va voir plus tard que finalement les distances ne sont pas si éloignées entre le promontoire et ces différents vaisseaux. Des auteurs se sont intéressés à, sur des cadavres, mettre de manière à l'aveugle des fils de sacrospinaux, enfin de fixation plutôt au niveau du promontoire. Ils mettaient 3 fils sur des patientes donc décédées et puis ils faisaient la dissection secondairement. Ils s'apercevaient que dans 6 cas sur 10, globalement, ils faisaient une plaie de l'artère sacrée moyenne. D'autres études cadavériques montrent qu'effectivement, vous avez une proportion de vaisseaux sur la partie centrale du promontoire qui est de l'ordre de 60%, et plus vous écartez en latéral, plus vous avez un risque vasculaire important, avec des distances qui vont être de l'ordre de 30 mm entre le promontoire et l'iliaque primitive gauche, la bifurcation entre la bifurcation aortique et le promontoire de 53 mm, et puis finalement la distance entre le promontoire et les vaisseaux latéraux les plus proches, on s'aperçoit que la veine iliaque primitive gauche est globalement la plus proche, aux alentours de 20 mm, suivie de l'artère iliaque primitive droite et de l'artère iliaque primitive gauche. La distance aorto-sacrée va pouvoir varier selon les caractéristiques des patientes. On voit qu'il y a une diminution de cette distance avec l'âge. Plus la patiente est âgée, plus vous allez être à proximité de la bifurcation et avec l'hypertension. En revanche, une patiente obèse va avoir une distance qui va être augmentée. Alors comment essayer d'éviter ces plaies? Tout d'abord, mettre correctement ces trocars, mais ça c'est plus de la chirurgie de base initiale. Et puis ensuite, lorsque vous faites votre abord du promontoire, probablement que vous pouvez vous aider dans certains cas de noisettes ou de compresses pour permettre une dissection. Ou moi, ce que je préfère faire, c'est ouvrir le mésorectum. Et une fois que vous avez ouvert votre mésorectum, finalement, vous retournez en arrière et vous abordez votre promontoire qui est complètement libéré suite à cette dissection-là. Et vous voyez très bien tous vos vaisseaux. Il faut avoir une connaissance de l'anatomie et surtout une connaissance aussi des alternatives thérapeutiques que peuvent être la chirurgie de latérosuspension ou bien encore une conversion par voie basse avec une information à donner, à mon avis, au préalable à la patiente pour pouvoir quand même traiter son souci. Alors concernant les cures de prolapsus par voie basse, globalement, vous allez pouvoir être confronté à différentes artères qui vont pouvoir être problématiques. On dit souvent que c'est l'artère pudendale qui va pouvoir poser un problème, l'artère pudendale inférieure, mais en réalité, c'est plus l'artère glutéale inférieure qui va pouvoir être lésée. En effet, cette artère pudendale va passer derrière l'épine et on sait bien qu'il faut éviter de se fixer en regard de l'épine. En revanche, l'artère glutéale inférieure, elle va passer aux alentours de 17 mm, 25 mm en interne de votre épine, zone de fixation de votre Richter. Donc il faut bien respecter la technique opératoire, bien disséquer votre ligament et puis venir vous fixer bien 2 cm en dedans pour éviter une lésion de ces vaisseaux-là. Alors que faire si vous êtes confronté à une plaie vasculaire? Globalement, dans les études, il est retrouvé que la ligature est probablement peu efficace parce que vous avez des variations anatomiques qui existent. Lorsque vous faites une ligature des hypogastriques, vous allez ligaturer la branche antérieure de l'artère iliaque interne et vous n'avez pas ligaturer la branche postérieure.
Or, votre artère iliaque glutéale, enfin votre artère glutéale inférieure va pouvoir globalement, dans 30% des cas, provenir de la branche postérieure, si bien que lorsque vous allez la ligaturer, vous allez être complètement être inefficace face à ce saignement. Les autres manières de traiter les choses décrites sont le packing ou bien encore l'embolisation, sans qu'on ait d'evidence-based medicine pour dire ce qui est le plus efficace. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Comme le disait Laure, on a changé un peu l'ordre des présentations pour des questions d'agenda, en particulier de Jean-François. Donc je propose qu'on ait une petite discussion sur ces deux premières présentations avant de poursuivre cette session. Est-ce que vous avez des questions sur l'aspect urologique donc, ou vasculaire de ces présentations? Alors, il y a plus de monde, mais finalement moins de questions. C'est dommage. Ah, quand même. Alors. Merci. En fait, les complications urologiques, je pense la vessie ou l'urètre par voie basse, c'est pour ceux qui font couramment, ils peuvent le gérer sans risque de grosses complications, mais je pense que les réimplantations, juste pour répondre à votre question médico-légale, les réimplantations, souvent, si on n'a pas l'habitude de les faire régulièrement comme les urologues, il y a plus de risque de sténose, de complications. Je pense qu'il vaut mieux appeler un urologue dans ces cas de réimplantation urétérale, mais pas pour tout ce qui est vésical, tout ce qui est courant qu'on gère nous-mêmes. Moi, mon conseil, c'est d'appeler un urologue à chaque fois. Parce que parfois, on dit c'est une petite plaie simple, le gars te dit ok, écoute, tu te débrouilles, ok, clac, il est au courant. Si jamais votre plaie de vessie, il y a des problèmes après, il sait que vous l'avez appelé. Il ne va pas vous dire t'aurais dû m'appeler. Donc je pense qu'il faut quand même prévenir les gens. Et puis c'est de la bonne relation d'intelligence normale. Hein, donc moi, je serais plutôt pour qu'on prévienne, en tout cas toujours, et puis qu'on se mette d'accord. En plus, on va bien voir les urologues avec qui on travaille. Au bout d'un moment, ils vont se rendre compte de ce qu'on sait bien faire ou de ce qu'on ne sait pas bien faire. Ils vont nous dire, non, là, je sais que ça va. Ou bien, oui, d'accord, il faut que je vienne. Non, qu'est-ce que moi, je crois que tu as dit le bon mot, le bon intelligence. Il faut être intelligent, quoi. Ça dépend de la formation qu'on a et ça dépend aussi de l'expérience qu'on a. Enfin, dans cette salle, il y a sûrement 2 ou 3 chirurgiens qui sont capables de faire une réimplantation. Hein. Je regarde, mais sûrement. Mais attention au risque médico-légal, hein, parce qu'il faut être sûr de vous. Hein. Si vous vous plantez, perte de chance. Il y a une question. Attendez, on vous donne le micro. On vous donne le micro. Parfois, en cas de curage iliaque, on peut mettre l'urtère sur un lac. Est-ce que c'est dangereux? Il ne faut pas toucher l'urtère. Vous le touchez avec le lac. Il ne faut pas le toucher avec des pinces, il ne faut pas le pincer. Hein. Si vous êtes à ciel ouvert, le mieux, c'est les doigts. Et dès que j'ai un interne qui met un coup de pince sur l'urtère, ça se passe mal. Y compris quand c'est un gynéco. Moi, j'ai une petite question pour Thibaut Thubert là, par rapport aux variations anatomiques vasculaires, notamment chez les sujets âgés. On en a qui ont des anévrismes, qui ont des vaisseaux très contournés, qui parfois rendent l'accès au promontoire difficile parce qu'il faut écraser l'artère iliaque droite qui est trop rigide et contournée. Est-ce que le risque est majoré chez les sujets âgés? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que si on se lance sur une promonto, est-ce qu'il faudrait par prévention faire un scanner avant pour voir l'état des vaisseaux? Alors, il n'y a pas d'études qui te permettent de voir si le risque est majoré ou pas, parce que c'est des complications qui restent rares. Après, toutes les études sont faites sur des cadavres, donc c'est des personnes qui sont relativement âgées, mais c'est des âges aux alentours de 70 ans. Donc, je ne peux pas te dire si plus tu es âgé, plus tu as un risque d'anomalie vasculaire. Après, on peut penser effectivement que la personne âgée va être plus artérosclérosée et que du coup, tu vas avoir potentiellement souvent on voit des petites artères grêles assez tortueuses, je suis d'accord avec toi, mais je ne suis pas sûr que ça nécessite pour autant de se dire qu'on va faire un scan de manière systématique. Dans l'étude que j'ai présentée sur justement la distance aorto-sacrée, c'était 250 promontos qui avaient tout un scan au préalable. On voit quand même que les distances sont aux alentours de 50 mm et il n'est pas rapporté. En tous les cas, ils n'ont pas rapporté, je pense, dans l'étude, s'ils avaient vu des choses sur les artères iliaques primitives, etc. Je pense qu'ils l'auraient rapporté aussi dans leur étude et ce n'est pas du tout rapporté ça, donc je ne peux pas te dire. Mais je pense qu'il est important de prévenir la patiente qu'une voie d'abord autre peut être possible
et du coup savoir faire les deux techniques pour pouvoir traiter la patiente sans la réveiller et puis la reprendre. J'ai une question pour Monsieur Hermieux. Par rapport aux lésions d'urtère à distance, sur blessures thermiques par exemple, qui peuvent passer de manière asymptomatique ou peu symptomatique, quel est le timing et l'examen à recommander pour les déceler? Le timing, vous voulez dire quand vous refaites une imagerie? Écoutez, c'est un peu difficile à dire, ça dépend en fait des situations cliniques. Je dirais, si tout va bien, il faut peut-être faire une imagerie à 1 mois pour vérifier qu'il n'y a pas une sténose de l'urtère. Maintenant, s'il y a des signes abdominaux, il faut le faire avant. Et quel examen? Une échographie, un scanner? Dans cette situation, un neuroscanner, avec un temps tardif. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Sur le Richter, puisque finalement on en fait beaucoup, vous avez, et merci beaucoup, abordé la prévention pour éviter les lésions vasculaires en cas de TOT et de TVT en fonction le degré de flexion des jambes. Pour le Richter, bien sûr, vous nous avez dit qu'il fallait se mettre, et on sait bien, 2 cm en dedans de l'épine, mais vous n'avez pas parlé, vous savez, du mode de technique. Donc, est-ce qu'on prend une encre en plastique? Quel type d'encre? Peut-être pas l'aiguille, enfin, vous voyez, en pratique. Alors effectivement, je n'ai pas abordé les choses, j'ai juste montré qu'il y avait des images, effectivement, où vous pouvez utiliser soit une aiguille avec un porte-aiguille, soit vous pouvez utiliser également les pinces Capio ou bien encore les eye stitch qui étaient des solutions possibles pour faire des Richter. La distance, en fait, dans la profondeur de votre ligament, il faut éviter d'avoir une profondeur trop importante, parce que si vous avez une profondeur trop importante à 2 cm en dedans, c'est là où vous pouvez prendre justement cette fameuse artère glutéale inférieure qui, en plus de sa position plus médiane, va être à une distance finalement à une profondeur pas si importante que ça de votre ligament. Donc c'est vrai que c'est important de ne pas prendre une énorme prise, il faut rester relativement superficiel, mais il faut néanmoins que vous ayez une accroche suffisante pour que ça tienne. Et moi, probablement que l'expérience joue beaucoup finalement dans la manière dont vous passez votre point. Et je recommanderais aussi peut-être de disséquer malgré tout, parce qu'on a des dispositifs qui permettent de faire en palpatoire. Bon, mais quand on peut jeter un coup d'œil sur ce ligament, vérifier qu'il n'y ait pas un vaisseau sous notre nez, déjà c'est aussi une petite garantie avant d'aller mettre ensuite une encre ou autre chose. À vouloir faire les choses en palpatoire très rapidement sans vouloir voir ce ligament, ce qui n'est pas très compliqué de le voir en tout cas en abord postérieur, c'est peut-être toujours une précaution de bien vouloir le regarder pour être sûr qu'on a bien écarté les structures dangereuses autour. Mais j'ai jamais vu de travail qui dise qu'il vaut mieux utiliser l'un que l'autre. Il y a une petite randomisation qui est sortie, harpon contre fil Capio, donc Capio contre harpon, et il n'y avait pas plus, mais c'était des petites séries. Alors s'il faudrait en avoir 1000 pour voir quels sont les taux de plaies vasculaires, mais dans des séries de 30-40, il n'y a pas de différence en tout cas de taux de complications hémorragiques. On arrête peut-être là cette discussion si vous voulez bien et on va poursuivre les présentations avec donc Rajiv qui va venir nous parler de la gestion des hématomes et thrombus. Et ensuite, merci Jean-François, c'est toujours un plaisir de t'accueillir, surtout quand on ne fait pas de plaies vasculaires ou de plaies urinaires, je veux dire. C'est ça. Et après, il y aura la présentation sur les plaies digestives. Bonjour et merci pour l'opportunité de présenter la gestion des hématomes et thrombus qui arrive forcément après les complications hémorragiques qu'a présenté Thibaut. Donc j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc ces hématomes et thrombus périopératoires sont quand même très fréquents. Dans les études où il y aurait des échographies systématiques après cure de prolapsus, l'incidence serait entre 20 et quasiment 98% des cas. Donc dans ces études, en fait, il y a eu une échographie systématique après toute cure de prolapsus pour vérifier le résidu post-mictionnel et ils ont pu évaluer cette incidence. Mais parmi ces hématomes et thrombus, il n'y en a que 1 à 6% qui seraient véritablement symptomatiques. Et par rapport à ce qu'a présenté Thibaut Thubert, c'est
pas des hémorragies péropératoires graves. Là, il vous l'a présenté entre 1 et 3%. C'est souvent un saignement à bas bruit et surtout sous-péritonéal. Et qui, dans la majorité des cas, passe souvent inaperçu et qui est vraiment progressif. Ce qui fait que la durée moyenne d'apparition des hématomes, sauf si vous, en cure de prolapsus, ça dure longtemps, il y a eu des problèmes de dissection, là vous pouvez voir apparaître ces hématomes, mais dans la majorité des cas, c'est plutôt en post-opératoire immédiat, donc quelques heures après, et comme vous voyez dans la littérature, ça peut aller jusqu'à une semaine et même jusqu'à 15 jours après l'intervention, l'apparition d'un hématome, et là, ça peut aussi être lié à la reprise des anticoagulants, surtout les anticoagulants oraux qui, avec la reprise, la mobilisation, peut révéler ces hématomes. Donc le diagnostic, contrairement à une plaie péropératoire où vous le voyez immédiatement avec l'instabilité hémodynamique, le saignement, dans la littérature, ces hématomes et thrombus sont, comme vous le voyez dans ces deux travaux, il y en a une assez récente en début d'année. Dans la majorité des cas, c'est révélé quand même par l'apparition d'une fièvre et relativement à distance de l'intervention. Mais sinon, en cas d'apparition plutôt post-opératoire récente ou immédiate, c'est la douleur, le premier symptôme qui apparaît avec une sensation de pesanteur abdominale. Il peut aussi avoir une instabilité hémodynamique, un saignement vaginal et la compression de l'hématome, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une tuméfaction sous-péritonéale qui peut comprimer les organes autour. Vous pouvez avoir des problèmes de constipation, de dyschésie, des rétentions d'urine aussi, et la sensation d'un corps étranger en intravaginal. Donc, au niveau clinique, le toucher vaginal vous permet d'identifier cette tuméfaction, et en biologie, vous verrez apparaître, ce n'est pas forcément systématique, surtout si c'est à bas bruit, une déglobulisation, un syndrome inflammatoire, surtout quand vous avez un vieux hématome qui s'est surinfecté, et des fois, l'hématome peut se compliquer de troubles d'hémostase, de CIVD dans des hématomes évolués. Donc les types de chirurgie impliqués, là, par rapport aux complications vasculaires directes, ce serait plutôt après la chirurgie voie basse que la voie haute. La voie haute, c'est possible aussi. Si vous avez fait une plaie non visible et que vous avez péritonisé votre promontofixation, il se peut qu'apparaît progressivement un hématome, mais dans la majorité des cas, c'est après une chirurgie voie basse. Et dans les études que je vous ai montrées là, c'est souvent un facteur de risque, en tout cas, serait l'association d'une hystère voie basse. Et là, c'est des travaux rétrospectifs qui retrouvaient aussi la mise en place de prothèses par voie vaginale comme facteur de risque de ces hématomes et de ces thrombus. Et comme on l'a dit précédemment, la sacrospinofixation, que ce soit le Richter, après hystérectomie, ou Richardson, est un facteur de risque d'hématome lors de la dissection, mais aussi lors de la fixation au ligament. Les fixations au ligament utérosacré, les interventions type McCall et Manchester sont aussi des facteurs de risque. Et des fois, tout simplement une colporaphie, un plastron. Quand vous disséquez le vagin, il peut y avoir un petit vaisseau de l'épithélium vaginal qui saigne à bas bruit et qui peut créer l'hématome, tout comme les colpoclésis, selon le fort ou rouillé avec l'hystérectomie où il y aurait beaucoup plus de risques d'hématome, d'où l'intérêt, comme je vous l'ai mis dans cette image, de bien drainer correctement et de s'assurer d'une hémostase quand même correcte. Donc l'imagerie
serait la première modalité de diagnostic. En gynécologie obstétrique, on a un accès facile à l'échographie et dans la majorité des études, le diagnostic est fait à l'échographie, en tout cas le complément après la clinique. L'échographie nous permet d'avoir une localisation de l'hématome du thrombus, de la taille, et l'échographie pourrait aussi permettre à évacuer ces hématomes par guidage. Mais sinon, en deuxième intention, ce qui est vraiment à privilégier, c'est quand même le scanner, la tomodensitométrie abdomino-pelvienne avec injection, qui permet aussi d'avoir une idée de la localisation, la taille, le volume, beaucoup plus précis que l'échographie. Avoir une idée, comme je vous l'ai montré ici, l'effet compressif sur les organes pelviens, que ce soit la vessie, des fois l'utérus est très dévié aussi, si l'utérus est toujours en place, ou le rectum. Mais sinon, l'intérêt principal pour moi du scanner, même si avec l'échographie de contraste permet des fois de voir un saignement actif, mais dans l'urgence, le scanner avec injection permet d'identifier un saignement actif ou pas. C'est très important, ça nous orientera dans notre prise en charge. Là, sur cette coupe coronale du haut, c'est une publication de 2017 où le scanner permet d'identifier le vaisseau. C'était l'artère vésicale inférieure qui était lésée, qui saignait. Donc les vaisseaux pelviens impliqués, Thibaut en a parlé, c'est essentiellement les collatérales des artères et des veines iliaques internes. Ça peut être aussi une colpographie pas correctement réalisée avec un petit vaisseau qui saigne. Et les plaies peuvent se créer au moment des dissections des fosses, que ce soit fosse pararectale ou paravésicale. On est amené à les disséquer au doigt ou des fois avec des valves. Et lors de ces mouvements de valves ou même dissection au doigt, on peut amener à léser superficiellement une artère ou une veine. Donc au niveau pararectal, là j'ai repris les publications qu'a citées Thibaut Tubert, on retrouve l'artère pudendale, l'artère veine pudendale, glutéale inférieure, coccygiale, rectale inférieure, rectale moyenne qui peuvent être lésées au moment des dissections. Et en paravésicale, surtout en cas de sacrospine fixation par voie intérieure, c'est essentiellement la vésicale inférieure, vaginale, mais aussi des fois obturatrice et en cas de présence de l'utérus, avec des dissections un peu brutales, on peut aussi léser l'artère utérine. Donc au niveau prévention de ces hématomes, dans la littérature, même s'il n'y a pas de corrélation entre l'infiltration des vasoconstructeurs par rapport aux hématomes, la Cochrane avait bien démontré que ça pouvait diminuer le saignement moyen en cas de cure de prolapsus. Donc je vous ai remis la figure ici, et là il y a une significativité de l'utilisation d'une infiltration avec vasoconstructeur dans la diminution des saignements. Sinon, par rapport à la colpographie, il y a des auteurs qui ont démontré qu'une colpographie pas totalement étanche, pas un surjet serré, surjet passé, permettrait de faire évacuer le sang correctement, même si dans la littérature, le fait de laisser un drain n'a pas démontré son impact sur la diminution d'hématomes. Mais par contre, la Cochrane en 2018, qui a clairement évalué l'hématome par rapport au méchage vaginal, n'a pas retrouvé de significativité. Donc la Cochrane de 2018 que je vous ai remis ici, où là, dans le risque, le 1 était compris dans l'odd ratio, ce qui fait que ce n'était pas significatif de faire diminuer le taux d'hématome avec l'utilisation de méchage. Et ça a été retrouvé par d'autres
d'autres travaux aussi. Ce qui fait que j'arrive quasiment à la fin. La stratégie de prise en charge de gestion de ces hématomes, premièrement, ne pas oublier de poser une sonde vésicale, corriger tous les troubles hématologiques, culot, correction des troubles d'hémostase, et ensuite possibilité de comprimer, packing ou méchage vaginal et surveiller. La ligature de l'artère iliaque interne est véritablement discutée pour plusieurs raisons. Le docteur Tuber vous a expliqué qu'il y a trop de variabilité, des anastomoses, tout ça. Et l'autre élément important, c'est que si vous tentez une ligature, si vous avez opéré par voie basse, vous devez être beaucoup plus invasif, soit cellio ou la paro. Et aussi, si vous la ligaturez et que ça ne marche pas, l'embolisation peut être très compliquée. Donc, c'est quelque chose à éviter d'emblée, la ligature de l'artère iliaque interne. Par contre, l'embolisation sélective, c'est ce qui est véritablement utile, surtout s'il y a une visualisation d'un vaisseau. Sinon, la reprise chirurgicale avec drainage, l'ablation de la fixation, l'hémostase sélective si vous voyez quelque chose qui saigne, une compression hémostatique, mais surtout aussi la possibilité d'utiliser des produits hémostatiques comme Flowsil et Hémopatch qui permet de corriger le saignement. Et ensuite, antibiothérapie pour éviter les infections. Donc en conclusion, il faudrait... ces complications peuvent mettre en jeu le pronostic vital, bien connaître l'anatomie, nécessité de bien se former, informer les patientes aussi de ces risques hémorragiques et aussi d'hématomes, proposer une prise en charge adaptée. Et pour terminer, je vous ai mis ce petit arbre décisionnel pour vous aider dans la prise en charge de ces hématomes et thrombus. Donc l'imagerie essentielle, je pense, serait le scanner, saignement actif ou saignement pas actif, et ensuite l'embolisation, la reprise chirurgicale étant à proposer en deuxième intention ou, si vous n'avez pas à votre disposition, l'embolisation. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Rajiv. Le prochain topo, c'est un topo à distance. Donc, si on a deux questions, on est un petit peu en retard à poser par rapport à la prise en charge des thrombus, on peut la poser maintenant. Est-ce que vous avez l'expérience du méchage avec des mèches type Celox ou Kitogose? Non, pas ça, mais comme je l'ai dit, j'utilise, après ça ne m'arrive pas fréquemment, mais j'utilise des produits hémostatiques quasi systématiquement, même si il n'y a plus de saignement, je laisse des produits hémostatiques en place. Et après, pas personnellement, j'ai l'embolisation dans mon service, mais j'ai eu des collègues des hôpitaux périphériques, et ça, je voulais revenir dessus, parce qu'on a dit que, par exemple, les ablations de prothèses, tout ça, ça doit être réalisé par un chirurgien expérimenté. Je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut que ce soit plutôt une équipe expérimentée, parce que même si vous êtes un chirurgien expérimenté, vous faites l'ablation des prothèses dans un hôpital où il n'y a pas toute l'équipe multidisciplinaire autour et que ça se met à saigner, ou si vous utilisez les mèches ou hémostatiques et ça ne marche pas, vous devez avoir recours à d'autres niveaux de prise en charge. Donc j'ai des collègues en périph' qui ont eu des complications hémorragiques, qui ont mis des packings, mais qui nous l'a adressé en vue c'est juste pour temporiser le temps de pouvoir proposer une embolisation à ces patients. Et l'autre question, juste, on voit bien qu'il y a des situations avec des hématomes qui ne saignent plus, mais qui sont parfois très volumineux, parfois symptomatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on draine? Quand est-ce qu'on surveille? Je n'ai pas la réponse. Moi, je dirais qu'au-dessus de 10, quand même, on a tendance à avoir envie de retourner pour drainer, mais parfois, même quand on retourne drainer, on ne draine pas grand-chose. Donc, je ne sais pas comment tu fais, toi. Oui, moi, en fait, je m'oriente en fonction des symptômes de la patiente. S'il n'y a pas de saignement actif, un gros hématome, si c'est bien toléré, je surveille. Et des fois, ça disparaît. Hein, sans intervention. Oui, la plupart du temps, oui, je suis d'accord. Ça peut être très long, hein, ça peut mettre 6 mois. Oui, ça met très très longtemps. Et du coup, la deuxième question qui s'enchaîne, est-ce que vous mettez
une antibioprophylaxie ou quoi que ce soit? Parce que moi, j'ai eu une dame très fragile, je lui ai fait une sacro-spénofixation parentérière, elle m'a fait un volumineux hématome de 10 cm qui a suffusé et qui remontait quasiment jusqu'au rein, tu vois. Les anesthésistes n'étaient pas très pour qu'on la reprenne parce que finalement, elle était extrêmement fragile. Et puis elle était, tu vois, elle allait bien. Et après, on s'était vraiment posé l'autre question en se disant, bah, justement, on n'y va pas parce qu'elle est fragile, ça va mettre du temps. Et après, on s'était posé la question des antibiotiques. On avait dit non. Et dans le mille, elle est revenue avec l'hématome infecté. Oui. Dans ma revue de la littérature, c'est quand même recommandé l'antibioprophylaxie parce que ça s'infecte très fréquemment. Très facilement. Ouais. Et du coup, c'est plutôt quoi, Augmentin? Oui, large spectre, aéro et anaérobie augmenté. Okay. Bon, ben merci beaucoup. Oui, une quinzaine de jours. On arrête parce qu'on est très en retard. Après, on va harceler les présentateurs suivants. Donc, je vous conseille de tendre l'oreille. Le volume d'enregistrement. Mesdames, Messieurs, chers confrères, et pas toujours. Je de ne pouvoir être présent aujourd'hui pour cette présentation. Pas ça va pas pouvoir être possible. Et la prévention des plaies digestives. Et je remercie le comité organisateur de m'avoir proposé de venir vous présenter ce sujet. Parce que là, il y a du bruit, là. Alors, avant de poser la question de la gestion et de la prévention des plaies digestives, il est important et à mon avis intéressant là, on l'entend pas. La fréquence, puisque quand je regarde dans mon expérience... On va peut-être voir si du côté technique... Et dans ce cas-là, on va peut-être passer à la présentation suivante. En attendant, si on vous laisse peut-être voir ça et je fais démarrer dans ce cas-là la présentation d'après. Eh bien, donc Géraldine qui va nous parler d'un sujet ô combien passionnant. Je vous remercie pas de ce sujet parce que c'est pas simple. Et vous allez voir que j'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature pour vous répondre, donc ce sera plus basé sur l'expérience que sur les données de littérature. Ça s'enchaîne parfaitement bien avec le topo de Rajiv, puisque parfois la complication infectieuse vient d'un hématome qui se surinfecte, d'où l'antibioprophylaxie. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Je te remercie de ne pas avoir trop traité du sujet de l'infection pour me laisser pouvoir en débattre. Alors, le souci, ce qui va pouvoir éventuellement nous effrayer, c'est y a-t-il une prothèse ou pas de prothèse? Et effectivement, quand on parle d'infection, on est toujours assez stressé quand il y a du matériel prothétique. Donc, c'est ce que je viens de vous dire, je n'ai pas vraiment de données dans la littérature sur les infections post-chirurgie du prolapsus et je vais vous parler de notre expérience personnelle à Jeanne de Flandre. Alors oui, effectivement, il faut faire un scanner abdominopelvien, je pense, quand on veut diagnostiquer cet hématome infecté. L'infection n'est pas toujours sur hématome, mais là, on va d'abord traiter le cas de l'hématome qui s'infecte. Et il ne faut pas oublier de demander un temps tardif. Et ça, souvent, mes internes, je lui dis, tu demandes un scan, ils demandent le scan, la patiente revient, il n'y a pas eu de temps tardif. On ne sait pas s'il y a une plaie urétérale, s'il y a un souci, s'il y a un problème vésical. Et du coup, il faut la repasser au scanner. Parce que c'est important de savoir aussi pourquoi il y a cet hématome. Et des fois, il peut y avoir de façon associée une effraction vésicale, une effraction urétérale, une compression urétérale. Et donc, ne pas oublier de demander ce temps tardif urinaire lorsque vous prescrivez l'examen. Alors, quand il n'y a pas de prothèse, on a tendance à traiter par antibiothérapie seule. Moi, j'aurais dit, Michel vous disait 10, mais là, on parlait d'hématomes non infectés. En cas d'hématome infecté, on peut tenter une antibiothérapie, je pense, jusqu'à 7-8 cm. Ça peut vous permettre de juguler l'infection. Puis effectivement, on va contrôler par des scanners plus à visée intellectuelle, parce que ces hématomes qui ont été infectés à un moment vont mettre du temps à se résorber. Et il y a les patientes des fois qui sont inquiètes, qui disent mais on ne fait pas d'examen pour regarder si l'hématome a disparu. Et je leur dis toujours ça va être très long, effectivement, ça peut mettre 3-6 mois. Et on peut, pour se rassurer, éventuellement faire un scanner à distance pour regarder où en est l'hématome. Et si ça fait plus de 8 cm que c'est infecté, quand même, voilà, on a plutôt tendance à le drainer en raison de l'infection pour essayer, selon les avis des infectiologues, à accélérer la guérison. L'autre chose qui peut nous indiquer de le drainer, c'est les symptômes de la patiente. C'est ce que vous disiez, Rajiv. Si on a des fois une compression urétérale de contact, est-ce qu'il faut mettre une sonde urétérale le temps que l'hématome régresse? Est-ce que ça peut être une indication de drainage de cet hématome? Et puis la douleur également. Il y a des patientes qui effectivement ont mal. Moi, je me souviens d'un post-opératoire d'une plicature
ouverture prérectale qui avait très très mal en post-op. Je ne comprenais pas, ce n'était pas habituel. J'ai juste fait un toucher vaginal et j'avais le bombement très important de l'hématome. Elle avait mal, ben évidemment, il faut la reprendre pour la soulager. Et puis, il y a le problème de la prothèse. S'il y a une prothèse, est-ce que ça modifie notre prise en charge ? Alors, on n'a plus ce problème des hématomes post-opératoires, post-prothèse par voie vaginale, puisque nous n'en posons plus, donc j'exclus ces patientes. Mais si vous avez un hématome infecté sur une prothèse de promonto, bah, on est très inquiet, et là, je n'ai pas la réponse à la question, ça dépend probablement de sa symptomatologie et quelle va être l'évolution sous antibiothérapie. Et donc, on met des antibiotiques et on voit un petit peu l'évolution, et si ça n'évolue pas bien, bah, on peut être amené à ce moment-là à explanter le matériel. Donc ça, c'était la question plutôt post-opératoire, de l'hématome post-opératoire qui s'infecte. Maintenant, on a l'infection à distance. Difficile de diagnostiquer une infection à distance, et dans ces cas-là, ça va nécessairement survenir quand il y a en place du matériel prothétique. La patiente va se plaindre éventuellement de leucorrhée malodorante, de petits saignements, et puis sa gynéco vous l'envoie, elle ne comprend pas trop, il y a un saignement, elle a des pertes sales, elle a un antécédent de chirurgie prothétique, que ce soit par voie vaginale ou par promontofixation, il faut bien l'examiner et le spéculum ne suffit pas. Hein. Le spéculum, des fois, il peut passer à côté d'une petite exposition dans un angle vaginal. Donc il faut également y associer un toucher vaginal et vraiment aller chercher cette exposition prothétique. Et des fois, vous allez sentir le petit filet sous votre doigt alors que vous ne l'avez pas visualisé. Et ça va vous signer l'exposition. Donc c'est souvent la porte d'entrée de l'infection, hein, l'exposition vaginale. S'il n'y a pas d'exposition vaginale et que la patiente a un syndrome inflammatoire, un syndrome infectieux, ben oui, il faut faire un scanner abdominopelvien, comme je vous l'ai dit, injecté, et vérifier également de façon associée, d'une part qu'il n'y a pas de spondylodycite infectieuse associée, et d'autre part qu'il n'y ait pas d'exposition de votre prothèse dans les organes creux qui pourraient être responsable de cette infection, parce qu'il n'y a pas de raison vraiment qu'il y ait une infection spontanée d'une prothèse intra-abdominale si on n'a pas de porte d'entrée. Donc vérifiez quand même qu'il n'y ait pas d'exposition vésicale associée, qu'il n'y ait pas de fistule recto-vaginale, d'un petit pertuis qui pourrait être responsable de ce syndrome infectieux inflammatoire. En cas d'infection de prothèse vaginale, c'est assez simple finalement lorsqu'elles sont infectées, parce que l'avantage de l'infection, c'est que la prothèse, elle vient relativement bien. Et ça, c'est une vidéo de Michel où vous voyez qu'il y avait une petite exposition vaginale prothétique avec une prothèse infectée derrière. Alors, le polypropylène s'infecte rarement, mais ça peut tout de même arriver. Et vous voyez que de proche en proche, on tracte et on va pouvoir retirer ce matériel infecté. Ce n'est pas toujours aussi simple, mais c'est l'avantage de l'infection, c'est que la prothèse se détache assez facilement. Michel est un très bon chirurgien, vous le voyez. Il n'a pas grand-chose à faire pour que ça fonctionne. Après, vous avez la prothèse de promonto, et là, ce n'est pas la même affaire. Quand vous avez une infection de matériel de promontofixation, déjà, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet parce qu'il y a le promontoire et il y a l'arrière-pensée de l'éventualité de la spondylodycite, qui est une complication quand même grave de la promonto. On dit que ça survient très peu. Moi, ça m'est quand même arrivé 2 fois. Alors, peut-être que je fais mal mes promontos, mais n'empêche que j'ai quand même 2 cas de spondylodycite après promonto, et c'est vraiment très invalidant pour les patientes. Donc, cette infection de prothèse de promonto, comme je viens de vous dire, c'est le plus souvent consécutif à une exposition vaginale qu'il faut rechercher. On va réaliser une IRM préopératoire, éventuellement un scanner, pour voir un petit peu si on a une infiltration de la graisse péritonéale le long du trajet de la prothèse, et voir également si ça atteint le disque vertébral. Donc il faut toujours penser à demander au radiologue de bien regarder le disque et à éliminer la spondylodycite lorsque celle-ci n'est pas le point d'appel de l'infection. Et puis il va falloir regarder quel est le type de votre prothèse, polyester ou polypropylène. Le polyester, quand il est infecté, se retire globalement bien et vient relativement bien, alors que le polypropylène reste souvent ancré dans les tissus, et vous savez déjà que vous allez avoir une chirurgie un peu plus compliquée. Et regardez le compte-rendu opératoire précédent si vous devez la reprendre, parce que ça va vous permettre de connaître les moyens de fixation, les sites de fixation, et avoir des repères. C'est pas facile, la chirurgie de reprise d'exérèse d'une promontofixation, et donc plus vous avez d'éléments préopératoires, et plus votre chirurgie va être planifiée et un peu moins dans la douleur. Alors, il y a la possibilité de reprendre ces
infections de prothèses de promontofixation par voie vaginale ou par voie haute. Évidemment, la voie vaginale est réservée au cas où il n'y a pas de spondylodicite, où l'infection est relativement limitée à l'endroit d'exposition de la prothèse. Je vous ai trouvé une série dans la littérature là-dessus sur 31 patientes, une série de 2007, où vous voyez qu'ils ont opéré par voie vaginale 31 patientes exposées d'une prothèse de promontofixation par voie vaginale. Ils n'ont pas eu de complications péropératoires. Ils ont eu 53,3% de résolution des symptômes. 12 patientes ont bénéficié d'une seule chirurgie. Mais ça, c'est sûr qu'il faut les prévenir qu'il est possible que ça ne fonctionne pas et qu'éventuellement on soit amené à réintervenir lorsqu'on intervient par voie vaginale pour retirer une prothèse de promonto. Donc on les prévient. On va essayer par voie vaginale. Pourquoi ? Parce que c'est quand même moins compliqué et on a beaucoup moins de risques opératoires que lorsqu'on va détricoter une prothèse de promonto par voie haute. Par contre, sachez qu'il est possible que ça ne fonctionne pas et que peut-être vous allez devoir avoir 2 chirurgies ou 3 chirurgies. Mais vous allez voir une vidéo, c'est des chirurgies qui durent une dizaine de minutes. Elles rentrent, elles sortent en ambulatoire et il n'y a pas c'est pas aussi lourd qu'une reprise d'exérèse par voie haute. Et vous voyez que dans cette série, 22% des patientes ont fini par être opérées par voie haute, mais cette voie vaginale avait été tentée et je pense que ça peut valoir le coup. Dans le service, on avait publié cette série en 2015 de 27 patientes qui avaient été opérées d'une complication de promonto. Sur ces 27 patientes, il y avait 21 patientes avec exposition vaginale, pas nécessairement infectées, mais bon, j'extrapole pour vous donner quelques données de littérature. 20 de ces patientes ont été opérées par voie vaginale, une avait une exposition vésicale associée, et vous voyez que 40% ont nécessité plusieurs interventions. Donc ça, il faut les prévenir, sinon elles ne sont pas contentes, vos patientes, quand vous les revoyez, mais pourquoi vous n'avez pas fait autrement. Mais si elles sont prévenues et que vous leur expliquez bien les bénéfices de cette tentative, elles adhèrent. 5 sur 8 de ces patients qui ont nécessité plusieurs interventions ont été réopérés par voie haute et 3 par voie vaginale. Alors, le retrait de la prothèse par voie vaginale, j'ai une petite vidéo à vous montrer ici. Je ne sais pas si je vais pouvoir l'avancer parce que c'est un tout petit peu long, oui. Vous voyez qu'on chope le matériel et là, je pense que c'était du polyester, donc ce matériel vient assez bien. De proche en proche, on va tracter sur le matériel. Vous voyez les fils d'étibon, là, qu'on voit, les fils de fixation qui viennent très bien parce que la prothèse, elle est infectée. Et de proche en proche, avec des pinces de cochère, vous allez essayer de remonter le plus haut possible. Attention à ne pas casser votre prothèse, parce que si vous la cassez trop précocement, elle va s'effilocher et vous n'allez pas arriver à la retirer dans sa portion la plus haute. Il y a des gens qui ont fait une assistance célioscopique. Peut-être que le V-Notes pourrait être intéressant dans cette indication pour pouvoir aller la couper la plus proche possible du promontoire. Encore faut-il avoir un accès suffisant. Et vous voyez que là, on va véritablement tracter de façon très forte. C'est souvent impressionnant parce que la patiente, elle bouge sur la table et vous vous dites « Ouh là là, que suis-je en train de faire ?» Et puis, c'est Michel qui m'a appris ça. C'est très efficace et rapide. Et donc, on tracte très très fort comme ça. Vous voyez la patiente qui bouge et on finit par casser la prothèse au promontoire et ça peut suffire. Voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même un bout de prothèse exposé qui est relativement intéressant. On peut espérer qu'il n'y ait plus de matériel prothétique en passe au contact du vagin et que cette patiente soit guérie grâce à cette chirurgie qui aura duré, vous voyez, c'est temps réel, qui aura duré moins de 10 minutes avec une sortie le soir de l'intervention. Donc ça peut vraiment valoir le coup en les informant bien que, bien sûr, il est possible que ça ne fonctionne pas. Par célioscopie, c'est une autre paire de manches parce que là, vous avez quand même des difficultés opératoires plus importantes. Il faut bien repérer les éléments anatomiques. Vous voyez ici l'urtère. On va essayer de disséquer le promontoire, voir les vaisseaux iliaques externes. Alors, comme Thibaut vous a dit, il vaut mieux se fixer à droite du promontoire pour éviter la veine iliaque commune gauche qui est la plus proche. Forcément, quand on fixe la prothèse plus à droite du promontoire, on se rapproche des vaisseaux iliaques droits, du coup, et c'est au vaisseau iliaque droit et à l'urtère qu'il faudra faire le plus attention. Donc, vous voyez ici que c'est une patiente qui avait une infection prothétique de prothèse de promonto sur du polyester. C'est la raison pour laquelle, en bas, on n'a eu aucune difficulté à retirer la prothèse qui est venue très facilement puisque cette prothèse était infectée. On dissèque la graisse péritonéale en regard du promontoire qui était assez infiltrée aussi. Elle n'avait pas de spondylodicite associée. On a toujours une gangue fibreuse qui entoure ce matériel prothétique et donc je vous conseille de rester vraiment au contact de cette prothèse et de cette gaine fibreuse et de ne pas vous latéraliser, surtout à droite. Vous allez voir pourquoi après. Parce que c'est là que se situent les vaisseaux. Et donc, on va aller en direction du promontoire en restant au contact de cette prothèse et
et en sectionnant cette gaine fibreuse. Cette patiente avait eu des taqueurs, j'étais contente de le savoir parce que je l'ai cherché. Et vous voyez que finalement, infecté, ces taqueurs ne tenaient pas si bien que ça. J'ai eu aucune difficulté à retirer cette prothèse au niveau du promontoire. Les taqueurs sont venus très facilement et ça interroge même sur la solidité de taquer quand on taque un promontoire plutôt que quand on met un point dans le promontoire. Donc on désolidarise cette prothèse du promontoire et malheureusement, il reste une adhérence latérale de cette prothèse, latérale droite, et c'est un souci parce que c'est justement là qu'on a des risques et c'est justement là qu'on a un peu peur. Mais on se dit, quand il y a du matériel prothétique infecté, oulala, il ne faut pas du tout laisser de matériel. Donc qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu être jusque boutiste. Vous savez que le mieux est l'ennemi du bien, mais des fois on a tendance à l'oublier en chirurgie. Et donc pas d'énergie trop monopolaire au contact des vaisseaux, donc je sectionne tranquillement avec mes ciseaux la prothèse. On est content, ça se passe bien. J'ai l'impression que je laisse quelques petites fibres, mais là je me dis bon bah tant pis, on va pas aller trop proche non plus des vaisseaux. S'il reste quelques petites fibres, c'est pas très grave. On poursuit comme ça l'intervention pour retirer ce matériel prothétique. Tout se passe bien, mais c'est quand même la partie délicate de l'intervention. Là on veut faire mieux. Donc on retire largement, hop, la graisse, parce qu'on se dit qu'il y a des petits filets de prothèse qui restent à l'intérieur. Et puis, paf, d'un seul coup, saignement. Bon, comprimons et réfléchissons. Donc on a comprimé, on a réfléchi, on respire un grand coup. Et là, il y a quand même une grosse inquiétude parce qu'on avait bien vu juste avant l'artère iliaque externe. C'est pour ça que vraiment, ce sont des chirurgies à risque de complications. Et quand on peut retirer ces prothèses par voie vaginale, je vous le conseille grandement de l'essayer par voie vaginale hors spondylodicite, parce que là, il faut retirer tout le matériel. Donc on commence à coaguler. Bah oui, coagule. C'est facile à distance, mais quand tu y es. Voilà, on est à peu près content parce qu'on a l'impression que l'hémorragie est tarie, donc on recommence à respirer. Hop, 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 on recoagule un petit coup, on ne sait pas trop. Hop. Et puis ça saigne. Et là, on commence à faire monter la table de la paro, on comprime, on se dit, oh là là, on va peut-être appeler le vasculaire. C'est quand même le stress, on est en fin d'intervention, on était très content de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Et d'avoir voulu être jusque boutiste, finalement, ne nous a pas porté préjudice. Et puis on va s'en sortir en mettant un petit clip. Et là, je sais pas, je pense qu'il y avait des instances supérieures qui étaient avec moi et ça a fonctionné. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que l'exérèse de ces prothèses voix haute, c'est quand même pas facile. Michel, je sais qu'il le fait maintenant avec une assistance robotique et qu'il trouve que ça présente un intérêt. Je n'en ai pas l'expérience, je vous en parlerai pas. Mais ça peut être, ça peut être dangereux et donc attention à ces exérèses prothétiques par voie haute. Alors la spondylodicite infectieuse, pour terminer, attention aux expositions prothétiques de matériel de promontofixation. Je me souviens très bien d'une patiente qui avait une exposition de promonto que je voyais, que je suivais, parce que cette patiente avait été opérée 5 fois d'une chirurgie de prolapsus avec une éversion complète du fond vaginal, un antécédent d'hystérectomie. Elle était exposée, mais elle était très contente du résultat anatomique de sa promonto. Ça tenait, elle avait enfin plus de prolapsus, c'était exposé, on en avait discuté, je me souviens, avec Michel, mais je continuais à la suivre. Et puis ça se passait bien, elle était contente, on s'est dit on va faire une attitude conservatrice, sauf que un jour, je ne sais pas pourquoi, elle revient me voir et puis son mari me dit « Ah ben elle va faire une infiltration avec un radiologue demain parce qu'elle a des douleurs dans le dos. » Ben non, en fait, elle va pas aller faire l'infiltration, on va demander un examen complémentaire. On a demandé un examen complémentaire, c'était pas une hernie discale, c'était une spondylodicite. Donc si elle avait eu son injection de cortico dans sa spondylodicite, je crains que ça ne se soit pas nécessairement bien passé avec la prothèse. Donc attention, une douleur qui a des douleurs lombaires et qui a un antécédent de promonto, traquez la spondylodicite avant toute chose. Parfois c'est par voie hématogène que l'infection peut se passer, parfois c'est sur une exposition prothétique, j'ai bientôt fini. La reprise chirurgicale, vous avez vu, elle peut être difficile. 2021, juste des case reports. Forcément, personne n'a de grande série de promonto, de spondylodicite, donc on n'a que des case reports. Vous voyez que ça survient dans 77% des cas dans l'année suivant la chirurgie, mais on a entre 7 jours et 8 ans post-chirurgie, donc pensez à la rechercher dès que vous avez des douleurs lombaires. Ça survient sur une érosion prothétique dans 17%
17,3% des cas, vous le voyez. La patiente va se présenter avec des douleurs lombaires. Vous faites le diagnostic par IRM. Dans cette série, 27% étaient traités par antibiothérapie seule, mais quand même, l'attitude en général, c'est de réaliser l'exérèse du matériel prothétique et d'y associer une antibiothérapie qui est longue. Je vous passe cette vidéo parce que nous n'avons pas le temps. Et je vous dirais juste que pour conclure, il faut gérer bien la gestion post-opératoire des hématomes infectieux sans matériel prothétique. Ça ressemble à la gestion d'un hématome après n'importe quelle chirurgie finalement, sauf que là, on est souvent dans les fosses paravésicales qui compriment, c'est un peu différent, mais ça, Rajiv vous l'a très bien traité. Et le problème, c'est le matériel prothétique avec une exérèse, je pense, par voie vaginale autant que possible hors spondylodicite. Si par contre il y a une nécessité d'une exérèse par voie haute, voyez bien les comptes rendus opératoires de la patiente et attention, attention, attention au vaisseau iliaque droit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez une ou deux questions pour Géraldine, le temps que le problème de son soit réglé. Oui ? Est-ce que le trou, vous le fermez ou vous le laissez ouvert? Oui. Alors, ça ne serait pas très grave de le laisser ouvert, d'ailleurs. Mais en général, on tracte. Tout dépend de la grandeur du trou. Moi, je sais que j'ai tendance à mettre un petit point parce que ça saignote au contact. Oui. Et puis aussi, vous n'êtes pas certain qu'il n'y ait pas d'autres matériels prothétiques qui restent. Là, vous voyez, c'était facile, c'était du polyester, donc on retire un gros morceau, on voit bien les deux bras, mais peut-être qu'il y en a en antérieur de la prothèse, peut-être que c'est que la prothèse postérieure qu'on a retirée, donc voilà, d'où la nécessité aussi des comptes rendus opératoires. Et puis quand même, oui, ça saignote au contact, c'est inflammatoire, donc on met un petit point. Ma question est, y a-t-il un risque plus élevé si on fait une prothèse postérieure par rapport à la prothèse antérieure, ou bien même en cas de chirurgie voie basse, si la colographie postérieure est... Alors non, il n'y a pas de risque plus élevé. Le seul risque, c'est le risque d'effraction du rectum, qui peut entraîner, bien sûr, une infection de contact par une petite fistule qui peut se créer entre le rectum et la prothèse. S'il n'y a pas d'effraction du rectum, il n'y a pas plus de risque infectieux à poser une prothèse prérectale qu'une prothèse sous-vésicale. Le risque, c'est l'organe de creux de voisinage s'il y a une plaie non diagnostiquée pendant la chirurgie. Alors là, oui, ça peut être embêtant. Merci pour ces beaux topos. Oui, juste pour compléter, c'est parfois compliqué quand il y a une prothèse qui est avec une effraction rectale et qu'il n'y a pas de plaie vaginale. Donc parce qu'en fait, on n'a pas de signe d'infection, de perte de loco-réssal au niveau vaginal. On a une patiente qui a des symptômes douloureux après une promonto. Et moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire à ce moment-là une IRM, de trouver une infiltration sur la prothèse postérieure, mais aucune exposition vaginale. Et là, il faut aller chercher l'espèce de fistule borgne qui vient du tube digestif et qui est infectée et qui demande une ablation complète du matériel prothétique par voie haute, là, pour le coup. Merci pour les films aussi. Quand on parle d'infection, il faut parler quand même de l'agent infectieux, ça me paraît important parce que c'est le responsable. Alors, y a-t-il des germes plus dangereux que d'autres? Y en a-t-il qui génèrent de l'apoptose, de la nécrose cellulaire? Et l'autre question, vous savez bien que nos orthopédistes nous ont appris ça, en fait, avant de poser une prothèse, en fait, l'idée, il faut éliminer les foyers infectieux. Y a-t-il intérêt à faire un prélèvement bactériologique? Alors, concernant les agents infectieux, je ne suis pas infectiologue et je vous avoue être assez nulle sur le sujet. Donc, par contre, on fait appel à nos infectiologues très facilement. Et donc, je pense avoir un avis infectiologique dans ces cas-là, c'est important. Néanmoins, de toute façon, c'est toujours des antibiothérapies à large spectre. Donc, on tape toujours très fort, surtout quand il y a une infection prothétique. Et il n'y a pas, à ma connaissance, dans la littérature, de germes plus à risque que d'autres germes. Donc, voilà pour la première partie de la question. Et votre autre question, c'était, oui, faut-il faire des prélèvements bactériologiques? Eh ben, je pense qu'il faut faire un ECBU. Il faut qu'on ait un ECBU préopératoire avant tous ces gestes de prolapsus et tous ces gestes de bandelette, parce qu'effectivement, par voie hématogène, si vous avez une infection urinaire, on sait que par voie hématogène, ça peut aller contaminer votre prothèse. Et d'ailleurs, les anesthésistes n'aiment pas du tout quand la patiente a un petit fébricule ou quand il y a une petite infection quelque part. Et clairement, la première promontofixation que j'ai eue, je pense qu'elle avait une infection urinaire a posteriori au moment où je l'ai opérée. Donc, on demande toujours dans le service, systématiquement avant chirurgie du prolapsus, un ECBU quelques jours avant. On les traite. Si elles sont traitées, on les opère. Si elles ne sont pas traitées, on ne les opère pas. Donc oui, ECBU. Pour le reste, non.
Ensuite, sur les germes, nous, par exemple, avec le service de bactériaux, on a décidé de ne plus faire d'analyse bactériologique des prothèses retirées. De toute façon, on trouve 10 germes différents, ça n'a aucune information, ça n'oriente pas spécialement l'antibiothérapie si on veut compléter, donc je ne vous le conseille pas, c'est vraiment pas informatif en tout cas. Une dernière peut-être, alors il y a une question. Ouais. C'est juste qu'il y a eu des papiers qui ont montré quand même qu'il y avait de l'actinomycose parfois, et que là pour le coup il y a un traitement spécifique. Moi personnellement j'ai toujours fait de l'histologie sur les fruits de prothèse, j'ai jamais retrouvé d'actinomycose, mais ça a été publié en tout cas sur plusieurs case reports avec des traitements qui là pour le coup sont un peu spécifiques et un peu longs. Une dernière question. Merci. Après sur l'actinomycose, on ne sait jamais si c'est une contamination aussi, c'est toujours un peu discutable. Merci. Imaginons si votre patiente numéro 2, vous tiriez sur la prothèse comme la patiente numéro 1. C'est qui la numéro 2? Celle en cellio. Celle en cellio avec si vous tirez violemment comme vous avez fait sur la patiente en voie basse. Le problème de cette patiente, c'est que j'avais déjà tenté une voie vaginale. Ah d'accord. Et c'était manifestement un polypro. Ah non, c'était un polyester. J'avais tenté une voie vaginale et elle a récidivé de son infection. Mais en tirant très fort comme ça sur une prothèse voie basse, il n'y a pas de risque. En fait, ça fait peur, mais ça se passe bien. Souvent, ça se passe bien. Ça s'est déjà mal passé? Non, ça s'est jamais mal passé, mais on ne peut pas dire qu'un jour on ne puisse pas faire une plaie vasculaire quelque part, c'est ça auquel vous pensez. Mais je pense qu'on ne peut pas éliminer complètement les choses. Ensuite, il faut faire des voies hautes à chaque fois. Et la vraie question, c'est est-ce qu'il faut vraiment aller chercher les tout petits fragments qui restent, qui ne sont pas infectés. On voit bien la partie finale que tu enlèves. Elle est probablement pas infectée et donc probablement tu aurais pu t'arrêter. J'aurais pu, je ne l'ai pas fait. Et je me pose surtout la question sur, on tire et on coupe à la base ou vraiment on tire fort pour avoir le maximum En fait, quand vous l'avez dégagé un maximum, vous tirez vraiment, vous faites des à-coups très forts, vous voyez la patiente qui bouge, et à un moment donné, vous allez tirer, ça va casser et vous récupérez votre matériel prothétique, mais il faut tirer le plus haut possible, il faut prendre la prothèse le plus haut possible que vous le puissiez, sous contrôle de la vue pour ne pas prendre autre chose bien sûr, mais voilà, vous la prenez la plus haute possible pour pas qu'elle se casse trop bas. Il faut vous dire que moi j'ai appris à faire les promontofixations avec un espace entre la prothèse et le ligament prévertébral. On ne cherchait pas à coller la prothèse sur le ligament prévertébral, on laissait toujours un fil entre le ligament et la prothèse. Et donc dans ce cas-là, quand on tire et qu'on casse, ça se déchire sur la partie haute et on récupère assez facilement par voie basse l'ensemble de la prothèse. Aujourd'hui, où beaucoup vont aller taquer directement dans le promontoire, non seulement la prothèse est au contact et donc ça favorise un peu quand même les spondylodicites, peut-être pas, ça se discute. On ne sait pas en tout cas précisément, mais en tout cas si on veut l'arracher par voie basse, c'est un peu plus compliqué en tout cas, puisque d'abord elle monte un peu plus haut, ensuite on est vraiment sur le promontoire en train de tirer, donc c'est là que le compte-rendu opératoire initial est utile, de savoir est-ce que les gens ont laissé 2 cm de fil, est-ce que la prothèse est collée et est-ce qu'il y a 8 taqueurs dans le promontoire, on ne fera peut-être pas la même chose. Mais dans mon film, tu vois, les taqueurs tenaient quasiment pas sur le promontoire, donc en fait... quand c'est bien infecté, ça tient plus beaucoup, souvent. On va passer à la présentation suivante parce qu'on a beaucoup de retard et donc on va parler des complications digestives. Je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être présent aujourd'hui pour cette présentation sur la gestion et la prévention des plaies digestives et je remercie le comité organisateur de m'avoir proposé de venir vous présenter ce sujet. Alors avant de se poser la question de la gestion et de la prévention des plaies digestives, il est important et à mon avis intéressant de connaître la fréquence. Puisque quand je regarde dans mon expérience au CHU d'Angers, je me rends compte qu'on n'a pas été trop appelé sur ce type de plaie péropératoire ou découverte en post-opératoire. Très certainement parce qu'on a une équipe de gynécologues avec qui on travaille beaucoup et qui sont très efficaces. Mais au-delà de ça, je me rends compte en regardant la littérature que ces plaies sont également peu fréquentes, 0,13%. Et variable en fonction du type de chirurgie, de geste qui est réalisé. En cas de stérilisation tubaire, on peut observer des plaies jusqu'à 0,03%, alors qu'au cours d'une hystérectomie, on est plutôt de l'ordre de 0,4%. Si on regarde la chirurgie robotique, on se rend compte que les plaies sont quand même nettement supérieures, quasiment 5 fois plus importantes, probablement en lien avec la courbe d'apprentissage. Nous n'avons pas encore cette expérience au CHU d'Angers puisque le robot arrive tout juste et donc peut-être nous pourrons présenter notre expérience d'ici quelques années. Alors 2 questions m'ont été posées, à savoir la gestion et la prévention des plaies digestives.
Et à mon avis, avant de gérer une plaie digestive, il faut savoir la prévenir, raison pour laquelle nous allons d'abord évoquer la prévention des plaies digestives. Alors pour prévenir les plaies digestives, bon, 3 possibilités, hein. Déjà identifier les patients ou les situations à risque, connaître les différentes techniques de dissection et les moments auxquels les plaies arrivent, et enfin connaître le choix de l'appareil de fusion ou de dissection qu'on va utiliser. Alors, identifier les patientes à risque. Pour identifier les patientes à risque, on regarde la littérature, on ne trouve pas grand-chose. Les seules patientes les reconnues comme étant à risque, ce sont les patientes avec des antécédents chirurgicaux et des adhérences intra-abdominales. 11% des plaies digestives ont lieu dans cette situation et 38% des plaies digestives ont lieu lors d'une viscérolyse. Donc finalement, patiente avec une laparotomie, patiente avec une chirurgie lourde, égale patiente à fort risque de plaie digestive. Et donc, pas hésiter à contacter un collègue pour faire la chirurgie à deux, soit un collègue gynéco, soit un collègue digestif. Facteur de risque non lié à la femme, mais lié quand même au chirurgien, donc c'est son expérience. L'expérience du chirurgien est importante. Il y a quelques études qui l'évoquent, bien qu'aucune étude ne l'ait vraiment démontré. Il est quand même assez aisé de penser que plus plus un chirurgien moins le chirurgien fait le geste, et plus il est à risque de faire des plaies. Donc, dans ces situations également, il est important d'appeler un collègue, chirurgien digestif en l'occurrence, ou chirurgien gynécologique plus expérimenté, pour venir aider dans la dissection et dans le geste. Alors les techniques de dissection peuvent également être des moyens de prévention. Alors moi j'affectionne particulièrement l'hydrodissection et l'aérodissection. L'aérodissection, c'est ce qu'on voit très bien en célioscopie, hein, quand on ouvre un plan de glissement. Quand on ouvre un plan, finalement l'air vient s'immiscer au sein de ce plan puis va le décoller progressivement. C'est ce qu'on observe également avec la dissection aux ultrasons, où la cavitation fait que la dissection va se faire le long. L'hydrodissection, c'est un peu la même chose que l'aérodissection, si ce n'est que au lieu que ce soit l'air qui va venir libérer les plans, ça va être une petite canule dans laquelle on aura mis du sérum physiologique. Ce sérum physiologique vient être mis au sein d'un des plans et permet de disséquer, notamment peut permettre d'écarter l'intestin grêle de la paroi ou d'écarter l'intestin grêle d'un utérus ou d'un ovaire pour vous aider dans la dissection. Donc les canules, c'est celle qu'on peut voir ici, hein. Donc généralement nous on utilise les canules que les chirurgiens vasculaires utilisent pour les épariner lors des pontages. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est que l'embout, le bout soit mousse pour éviter de léser si jamais on fait un faux trajet. On peut regarder également les situations dans lesquelles les plaies arrivent, hein. Les plaies arrivent souvent manifestement au moment de l'introduction du trocar ou de l'insufflation du pneumopéritoine sur une aiguille de Verès. 41 ou 42%, donc quasiment une fois sur deux. Alors se pose la question de savoir est-ce que l'open ou la Verès est plus importante et de meilleurs résultats. Et non, la Cochrane nous dit pas de différence entre l'open et la Verès sur le risque de plaie digestive. À noter toutefois, ou attention toutefois, chez les patients qui ont des risques, des antécédents chirurgicaux, la VRS n'est pas forcément adaptée à l'aveugle, au risque de léser un organe tube digestif lors de l'introduction de la VRS à l'aveugle. Quelles sont les autres causes ou situations dans lesquelles les plaies peuvent arriver? C'est l'utilisation de moyens de coagulation ou de laser, ce qui nous mène à notre dernier point sur le choix de l'appareil de fusion ou de dissection. Alors, certains auteurs ont identifié les situations dans lesquelles les plaies peuvent avoir lieu, hein. Donc c'est soit l'application directe de l'instrument monopolaire ou bipolaire sur le tube digestif, hein, par un appui sur la pédale non contrôlé, ou le couplage entre un appareil électrique sur une pince métallique qui va venir amener le faisceau électrique sur le tube. Voilà, donc c'est vraiment la prudence péropératoire que nous connaissons bien. Donc essayer de bien contrôler ces gestes et ces matériaux électriques.
En ce qui concerne la dissection ou l'appareil de fusion, donc il n'y a pas d'études dans la littérature en chirurgie gynécologique. Est-ce qu'il y a un matériel plus qu'un autre qui peut entraîner des lésions? On a une étude en chirurgie pédiatrique sur l'appendicectomie qui ne retrouve pas de différence entre le scalpel harmonique, donc l'ultracision, la coagulation bipolaire, donc le ligachour, ou les autres appareils de fusion thermique tels que le missile. Donc finalement, les appareils de diffusion, les appareils de fusion, de dissection ne sont pas forcément des facteurs de risque dans la mesure où ils sont utilisés selon les recommandations des commerciaux. Alors dans un second temps, on va discuter de la gestion de ces plaies. La gestion des plaies, elle est un peu compliquée, elle est un peu complexe. Il ne faut pas hésiter à en parler avec un collègue également. Encore une fois, vraiment, je vais passer mon PowerPoint à vous dire que dans ces conditions, dans ces cas-là, il ne faut vraiment pas hésiter à appeler un spécialiste digestif parce que effectivement une plaie mal prise en charge est une plaie qui peut vite partir en complication. Alors voici un organigramme qui reconnaît, enfin qui résume un petit peu les différentes possibilités de prise en charge. La plaie digestive, elle a lieu en péropératoire. Le diagnostic peut être péropératoire ou post-opératoire. Lorsque le diagnostic il est péropératoire, on a le choix entre faire une suture simple et faire une résection anastomose, le tout avec ou sans stomie. Et puis quand la diagnostic est post-opératoire, on a la possibilité de faire un traitement conservateur ou un traitement chirurgical. Et lorsqu'on fait un traitement chirurgical, le traitement la prise en charge revient à la question qu'on se pose dans le diagnostic péropératoire, savoir si on fait une suture simple ou une résection anastomose. Alors déjà, dans un premier temps, le diagnostic de péropératoire, donc la gestion d'une plaie découverte en péropératoire dépend du type de plaie, de la localisation de la plaie, de la configuration locale, de l'expérience du chirurgien et du nombre de plaies. Alors vous voyez qu'ici, la majorité des plaies ont été traitées par laparotomie, mais il y a quelques cas où ça a pu être fait par celluloscopie. Donc ce qui veut dire que la voie d'abord dépend de l'expérience du chirurgien. Toujours penser, encore une fois, à appeler un collègue, un confrère, si jamais on ne se sent pas capable ou si jamais on se pose la question du geste à réaliser. Globalement, en simplifiant, lorsqu'on a une plaie séreuse rectale unique, on fait une suture simple, puis un test au bleu ou à l'air pour vérifier qu'il n'y a pas de bulle, ou de bleu qui passe, et à ce moment-là, on s'arrête là, pas besoin de faire de stomie. Plaie gastrique ou grêlique séreuse unique, suture simple, test au bleu ou à l'air si on est sur l'estomac. Et lorsqu'on a une plaie transfixiante franche, unique, de petite taille, moins d'1 centimètre, 1,5 centimètre, dans ces cas-là, on peut faire une suture simple par des points résorbables, dans la mesure où la dissection a été correctement faite initialement, de part et d'autre de la plaie. Surtout, pas de suture à la volée au fond d'un trou, ça ne marche pas, la suture est généralement mal faite, la suture ne tient pas et le risque est d'observer une fistule secondaire. Si on n'est pas à l'aise, si on ne le sent pas, on appelle un chirurgien digestif. Lorsqu'il y a des plaies multiples ou une viscérolyse compliquée ou des gestes requérant une résection du tube digestif, dans ces cas-là, on va plutôt avoir tendance à partir sur une résection anastomose, avec une anastomose latéro-latérale ou termino-terminale, selon les habitudes du praticien, isopéristaltique ou anisopéristaltique, manuel ou mécanique, il n'y a pas de différence. L'important, c'est que les choses soient bien faites et on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Tout en sachant que il n'y a pas forcément besoin de mettre de drainage par la suite. Lorsque la plaie fait plus d'1 centimètre ou qu'il y a une plaie nécrotique contuse, dans ces cas-là, on va avoir plutôt tendance à faire des résections anastomoses. Si jamais vous faites une suture simple, dans ces cas-là, pensez à faire toujours une suture transversale et non longitudinale, dans le but d'éviter la sténose post-opératoire. Il faut vraiment toujours que la suture soit transversale, ce qui élargit la lumière plutôt que de la rétrécir. Les points sont résorbables, bien entendu. En post-opératoire, la gestion de la plaie n'apporte pas grande différence par rapport à l'habitude. On n'est pas obligé de drainer, voire pas, on peut éviter le drainage. De toute façon, ça n'évitera pas la fistule si elle doit arriver. Dedrainage gastrique n'est pas nécessaire. Ça diminue pas le risque de fistule, ça augmente le risque d'iléus. Et donc, du coup, si on a un iléus le risque de fistule est plus élevé également. Pas de drainage urinaire nécessaire et l'alimentation peut être prise progressivement en fonction de la tolérance des patients.
Second cas de figure, donc le diagnostic est post-opératoire. Alors dans le cas des diagnostics post-opératoires, on va avoir un diagnostic dans les 15 jours, généralement après 4 jours. La clinique, on a une défense abdominale, un syndrome inflammatoire biologique qui monte, et donc dans ces cas-là, il faut réaliser un scanner abdominopelvien. Attention vraiment aux patientes qui présentent un iléus post-opératoire secondaire, c'est-à-dire qui ont eu un reprise au transit et qui vont avoir un transit qui va se bloquer secondairement, parce que dans ces cas-là, on sait qu'on augmente largement la probabilité d'avoir une fistule anastomotique. Alors on voit sur le petit tableau en dessous, finalement, que à peu près 2% des plaies sont découvertes en post-opératoire et que les autres sont découvertes essentiellement en péropératoire. Mortalité des plaies retrouvées en post-opératoire, 2,3%, d'où vraiment l'importance de prendre en charge correctement ces patientes et d'essayer d'éviter de retarder le geste chirurgical, puisqu'une intervention chirurgicale rapide est un facteur protecteur de mortalité. Donc, dès qu'on a un doute, il ne faut vraiment pas hésiter à faire une exploration chirurgicale. Le traitement chirurgical, dans quel moment on le décide? Si on a une péritonite, si on a une patiente instable, si on a une patiente qui a été opérée dans les quelques jours qui précèdent, si on a des écoulements de matière par une plaie opératoire ou dans le drap. Avant le bloc, pensez toujours à informer votre patiente du risque de stomie. Pensez toujours à prévenir votre chirurgien digestif si vous voulez les reprendre tout seul. Moi, je vous conseille vraiment de faire venir un spécialiste parce que la gestion par la suite peut être compliquée. Par exemple, si je prends cet exemple, c'est une publication qui a été faite par nos confrères japonais, une femme de 34 ans qui avait une ovariectomie célioscopique. Les suites étaient initialement simples, sortie à J3, puis elle est réadmise à J4 avec un tableau de péritonite. La prise en charge au bloc opératoire retrouve une ischémie sur une brûlure liée à l'optique. Ils ont fait une résection anastomose. Donc finalement, même quand on n'utilise pas l'électricité, on a un risque de plaie. Il faut vraiment pas hésiter à reprendre les patientes rapidement en post-opératoire. Un exemple que nous on a ici, c'est une patiente qui a été opérée, qui a eu une césarienne parce qu'elle avait un utérus cicatriciel dans les suites d'une laparotomie médiane pour AVP, et la césarienne s'est bien passée. Il y avait quelques adhérences, notamment le sigmoïde qui collait en arrière de l'utérus, et la patiente a pu accoucher sans encombre. À J3, elle présente un syndrome fébrile avec un syndrome inflammatoire qui monte, un scanner qui montre un iléus, puis une petite collection pelvienne. Elle est opérée, on retrouve une plaie digestive, on décide de faire une suture simple, sans stomie, parce que la patiente n'était pas informée du risque, puisqu'on partait sur un abcès, et donc suture simple. À J2, post-opératoire de la suture, elle représente de la fièvre, et là on commence à avoir un écoulement de matière et de pus par la médiane. On refait le scanner et voilà ce qu'on retrouve. On retrouve effectivement cette collection hydroaérique avec des petites bulles d'air qui fait qu'on repasse au bloc opératoire, et dans ce cas-là on fait l'astomie. Donc vraiment pensez à parler de l'astomie en préopératoire, c'est vraiment important. À la différence des plaies découvertes en péropératoire, les plaies découvertes en post-opératoire ont une péritonite, et dans ces cas-là les sutures sont moins solides et on a vraiment plus tendance à proposer de faire une stomie. Traitement conservateur, alors là vraiment c'est un traitement qui est décidé par le chirurgien digestif. S'il n'y a pas de péritonite, pas d'écoulement, si la patiente est stable, s'il y a éventuellement quelques bulles de pneumo-péritoine localisées ou un abcès localisé sans matière, que la chirurgie initiale avait été compliquée, que la virusorylyse a été compliquée, que la reprise opératoire risque d'aggraver les choses. Quoi qu'il en soit, demandez l'avis de votre chirurgien digestif, et également avant la prise en charge médicale, informer la patiente du risque de recours à la chirurgie. C'est vraiment indispensable. Ne pas vendre un traitement médical forcément efficace. Bon, on va peut-être arrêter là, Batman. En conclusion, voilà. Les plaies digestives péropératoires en gynécologie, c'est rare, fort heureusement. En cas de plaie découverte en péropératoire, n'hésitez pas à réséquer et anastomoser. Par contre, pas de stomie de principe en fonction des... Et voilà. Donc, on ne va pas faire de questions parce que Batman a dépassé son temps de parole. Et donc, on va tout de suite demander à Renaud de nous parler de la gestion du risque médico-légal.
Merci Michel. Désolé pour ce petit retard. Juste en préambule, pour les plus assidus d'entre vous qui avaient assisté à la session Seafood de PVP Origine mercredi, il se trouve que par erreur, cette présentation a déjà été montrée. Donc on a corrigé les choses sur le site pour que vous puissiez avoir en streaming la présentation qui était prévue initialement que mercredi et qui était préenregistrée. Donc suite à cette session sur les complications, il m'avait été demandé de savoir comment diminuer le risque médico-légal, mes conflits d'intérêts. Alors ce qu'on va discuter rapidement, c'est le respect des recommandations de bonne pratique et des décrets officiels, le respect des indications, l'importance de l'information préopératoire, de l'explication de la complication et du suivi de la complication. Je ne vais pas rentrer dans le détail, bien sûr, de chaque complication d'organe. Alors, vous le savez, hein, il y a un certain nombre de publications récentes, et notamment, je citerai juste la publication de l'AHAS de mai 2021 sur la prise en charge du prolapsus, et le décret sur la gestion des chirurgies de prolapsus associées à des implants de renfort. Donc, ça concerne surtout les promontofixations et les rectopexies, qui datent de septembre 2021 et qui encadrent maintenant cette pratique. Dans ce décret d'octobre 2021, il est prévu que les indications soient validées en réunion de concertation pluridisciplinaire avec au moins un urologue et un gynécologue spécialisés, que toutes les prises en charge alternatives du prolapsus aient été évoquées, que les patients soient revus à 1 mois post-implantation, mais également à 1 an. Et donc tous ces éléments pourraient être mis en avant devant des complications lorsque ce process n'est pas respecté. Et enfin, que la gestion des complications graves fasse appel à une concertation pluridisciplinaire à nouveau, une décision partagée, comme l'a très bien dit Rajiv tout à l'heure, un centre pluridisciplinaire spécialisé. Dans les recommandations de la HAS, je ne vais pas les détailler bien sûr, mais il est bien prévu qu'il ne faut opérer que les patientes qui ont un prolapsus symptomatique ou compliqué. On voit encore des patientes qui ont des prolapsus peu symptomatiques et qui sont opérées. C'est sûr qu'à ce moment-là, en termes de complications, c'est beaucoup plus difficile à défendre. La Haute Autorité de Santé a bien rappelé, et c'est quand même si c'est dans la pratique de beaucoup d'entre vous, ça reste quand même une nouveauté dans le cadre de recommandations, que la rééducation et l'utilisation des PCR sont les 2 prises en charge conservatrices non chirurgicales recommandées en première intention. Donc une patiente qui est opérée sans avoir eu information, et moi j'en vois tous les jours, que la rééducation et la contention par PCR pouvaient être une technique, pouvaient être des prises en charge thérapeutiques efficaces du prolapsus. Là aussi, il y a une prise de risque qui est à mon avis importante. Dans ces recommandations, il est rappelé donc au-delà du décret d'octobre 2021 pour les promontofixations, il est rappelé qu'un prolapsus complexe doit faire l'objet d'une discussion préalable à la chirurgie en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et la HAS a défini ces situations complexes. C'est les échecs et les récidives après une première chirurgie ou plus d'une première chirurgie. Des patientes qui souffrent de douleurs chroniques associées au prolapsus, question qu'il ne faut pas manquer de poser en préopératoire, des situations de discordance entre la plainte de la patiente et l'examen clinique, ce qui arrive quand même encore régulièrement, ou les situations qui associent plusieurs troubles de la statique pelvienne qui nécessitent à ce moment-là un avis, ce qui est assez fréquent, une patiente qui a à la fois une hyperactivité vésicale, une dysurie, une incontinence anale, une constipation terminale, même si elle a un prolapsus non récidivé, non complexe a priori, devrait, selon les recommandations de l'HAS, faire l'objet d'une concertation pluridisciplinaire préopératoire. Dans ces recommandations, la promontofixation, la HAS relève le fait que la promonto donne de meilleurs résultats anatomiques pour les prolapsus antérieurs et apicaux, avec un risque de récidive moindre, mais que les résultats fonctionnels et subjectifs sont similaires à la chirurgie vaginale autologue. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait les informations que reçoivent toutes les patientes en préopératoire. Et la chirurgie vaginale autologue est la chirurgie qui reste la plus rapide, qui peut se faire sous rachianesthésie, ce qui constitue un argument pour la proposer chez des patientes âgées et fragiles. Et là encore, je pense que dans certains centres, probablement pas majoritairement gynécologiques, certaines patientes n'ont même jamais entendu parler d'une alternative possible de chirurgie vaginale avant de s'être fait proposer une promontofixation. Donc tout ça, évidemment, va être pris en compte dans l'analyse des dossiers en cas de litige. La place d'hystérectomie, vous le savez aussi, elle n'est pas actuellement préconisée de façon systématique au cours de la chirurgie du prolapsus. Donc là aussi, ça peut être éventuellement une situation litigieuse si une hystérectomie est faite sur un utérus parfaitement sain et que l'hystérectomie elle-même induit la réalisation d'une complication. Par contre, la HAS a bien reprécisé qu'en cas de prolapsus extériorisé en permanence, on parle des stades 4, à ce moment-là, le recours à l'hystérectomie, notamment dans le cas de la chirurgie vaginale, pouvait limiter le risque de récidive. Et en cas d'allongement du col utérin, diagnostic
pas si évident que ça à faire en pratique, l'amputation du col ou l'hystérectomie participe à ce moment-là au traitement chirurgical du prolapsus. Donc, il ne faudrait pas prendre les recommandations de la non-systématisation de l'hystérectomie on ne fait plus jamais d'hystérectomie parce que, là encore, on risque de se retrouver avec des situations de néoplasie post-opératoire, par exemple. Alors, le problème de l'information préopératoire, c'est que le code de déontologie nous impose, notamment dans le cadre du prolapsus, qui est une chirurgie fonctionnelle, à une information détaillée, notamment sur les risques fréquents et graves de ces interventions. Et par ailleurs, ce qui est important et ce qui sera probablement regardé à la loupe en cas de contentieux post-opératoire, ça va être l'existence d'un délai de réflexion. Donc ça, ce délai de réflexion, il est indispensable dans toute chirurgie, mais a fortiori dans ces chirurgies fonctionnelles. En ce qui concerne les risques fréquents et graves, le problème, c'est que le code de déontologie ou les recommandations sur la chirurgie du prolapsus n'expliquent pas du tout ce que c'est que la fréquence et ce que c'est que la gravité. On a des données sur la morbidité de ces interventions, notamment par la dernière publication de Xavier Fritel sur le registre français Vigimèche. Donc on a des données assez précises des taux de complications en cas de chirurgie vaginale, en cas de promontofixation associée ou non à des bandelettes sous-urétrales, par exemple. Par contre, qu'est-ce qu'on entend par risque fréquent? Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait, quel type de risque devraient avoir les patientes? Finalement, rien n'est publié là-dessus. Est-ce que c'est 1%? Est-ce que c'est 3%? Est-ce que c'est 5%? On n'a toujours pas la réponse à cette question-là. Et par ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un risque grave? Évidemment, la mortalité et le séjour en réanimation, on estime que c'est un risque grave. Mais est-ce qu'à partir du moment où on a une complication clavien-dido supérieure ou égale à 3, c'est grave? Probablement oui. Est-ce que d'autres complications peuvent être considérées comme des complications graves? Là non plus, on n'a pas vraiment de questions. Donc on a un élément clair dans la déontologie sur l'information, sur le fait de bien expliquer les risques fréquents et graves, sauf que les risques fréquents ne sont pas définis et les risques graves ne sont pas définis. Alors, est-ce qu'il faut donner un consentement signé en préopératoire? La formation préopératoire orale est tracée dans le dossier est plus importante que le consentement signé. Néanmoins, je pense qu'on est de plus en plus à proposer aux patients quand même de signer un consentement écrit. C'est ce qu'on fait en tout cas dans mon centre. Cette information écrite stipule le type d'intervention, le fait que la patiente était au courant des alternatives thérapeutiques. On a même rajouté après le scandale il y a quelque temps que la patiente était susceptible d'avoir des touchés pelviens en péropératoire pour s'affranchir de tout ce type de plainte. Donc tout ça, c'est tracé quand même par écrit et tracé dans le dossier ensuite informatisé des patientes avant chaque intervention. Donc je pense que c'est quand même ce qu'il faut faire actuellement pour se prémunir d'un certain nombre de problèmes après. Une publication canadienne qui date de 2017 a rapporté les 5 points qui leur semblaient importants pour réduire les risques médico-légaux en cas d'intervention en matière alors c'était sur les mèches vaginales. Un, c'était que l'information soit complète sur l'intervention, ce qui comprend les risques de complications. Ils n'ont même pas spécifié fréquents ou graves, les risques d'échec, les risques de reprise chirurgicale, les avantages et les inconvénients de la chirurgie et les alternatives thérapeutiques, avec un consentement à l'intervention qui peut être donc écrit et une traçabilité dans le dossier. La deuxième chose, c'était une information sur les examens complémentaires et autres consultations, éventuellement un avis d'un urologue ou d'un chirurgien digestif en fonction du type de pathologie pelvipérinéale. La troisième chose, c'était avoir envisagé une prise en charge médicale, donc ça c'est comme les recommandations de la HAS, sur la rééducation et le PCR. La quatrième chose, Géraldine l'a dit, et c'est très important pour la prise en charge de ces patientes, c'est les détails qui sont mis dans le compte rendu opératoire sur les constatations anatomiques, les difficultés techniques, la technique chirurgicale employée, la prise en charge de la complication, et puis bien sûr le compte des compresses et des instruments. Et puis la dernière chose, c'est l'exactitude du dossier médical avec la traçabilité du diagnostic et de la prise en charge de la complication ainsi que de l'information qui est donnée à la patiente au moment où arrive la complication. Est-ce qu'il y a des données de jurisprudence en France? Ça, c'est des diapositives que Michel Cosson avait présentées au collège en 2017 et qu'il a la gentillesse de m'envoyer. Finalement, il y a relativement, enfin en tout cas jusqu'en 2017, il y avait relativement peu de plaintes, sachant que la fréquence réelle n'est pas vraiment connue. Moi, j'ai essayé de contacter des assureurs
Ils sont incapables de donner quoi que ce soit. Les plaintes se retrouvent s'il y a des complications urinaires, digestives ou infectieuses, on en a parlé ce matin. Il n'y a pas vraiment plus de plaintes s'il y a une utilisation de prothèse ou pas. Et puis, c'est plus le chirurgien qui est mis en cause, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Alors, Michel avait montré ces diapositives en 2017. On avait à l'époque retrouvé 29 plaintes sur des promontofixations. C'était des expositions vaginales, des fistules vaginales, des spondylodisties, des infections de prothèses. Donc on voit que la prothèse quand même rentre un petit peu en jeu. Mais il y avait aussi une urétérohydronéphrose 6 ans après la promonto, une sténose urétérale, une perforation digestive, une incarcération du grêle, des dénervations séquelaires, une récidive de prolapsus qui avait fait l'objet d'une plainte, et puis un oubli de compresse et enfin un décès. Sur le plan de la voie basse, c'était à peu près pareil, 19 plaintes, exposition vaginale, fistule, plus de plaintes pour des douleurs, douleurs hématomes post-opératoires sur une prothèse postérieure, des douleurs rectales sur une prothèse postérieure, des douleurs périnéales sur une prothèse antérieure et postérieure, et puis une névralgie punodale sur une prothèse postérieure. Donc là aussi, on voit quand même que les prothèses ressortent. Une infection, là aussi c'était sur des prothèses, un oubli de compresse, une récidive de rectocèle, donc même là la récidive a fait l'objet d'une plainte. Je pense que c'est important d'informer les patients de tout ça. Et puis il y a même une constipation sur une prothèse postérieure. Alors, en résumé, on ne peut pas rentrer dans le détail et puis le repasse, mais donc ce qui est très important, c'est le respect quand même des recommandations de bonne pratique qui maintenant existent et sont disponibles en ligne, et des décrets officiels sur le process de prise de décision partagé avec la patiente, de bien respecter les indications de cette chirurgie. On voit encore des choses qui sont faites un peu borderline actuellement, de bien informer les patientes en préopératoire, c'est ça qui va être regardé le plus avec la traçabilité de cette information, et puis de bien expliquer aux patientes la complication, la prise en charge, et de les suivre, de revoir ces patientes assez rapidement s'il y a un problème. Tout ça seront des éléments qui éviteront, qui diminueront quand même très largement le risque de plainte médico-légale. Je vous donne l'information que le congrès européen d'urogynéco cette année aura lieu à Antibes au mois d'octobre, et donc je vous invite tous à y participer. Pour ceux qui sont intéressés, le congrès accepte des abstracts pour des communications orales d'urogynécologie jusqu'au 1er juillet de cette année. Et enfin, pour toutes ces informations sur cette prise en charge de complications, je vous renvoie au livre qu'avait publié Michel Cosson et qui a été réédité il y a 2 ans, je crois maintenant. Je vous remercie. Merci beaucoup, Renaud. Voilà, merci. Peut-être qu'il y a quelques questions, ou sinon, s'il n'y a pas de remarques ou de questions par rapport à ce risque. Tout le monde a faim, mais s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Très bien. Pas de questions. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de congrès.